on va continuer. On est vraiment là-dedans. Le deuxième panel, donc, on veut comment améliorer la formation, quoi faire et comment le faire. Hein? On voudrait parler maintenant des contenus, des compétences à améliorer et aussi des moyens de le faire ensemble le mieux possible en partenariat. Alors, comment faire mieux? Je vais inviter, comme ce matin, les 6 panélistes. 2 d'entre eux, malheureusement, n'ont pas pu se rendre. Alors, on a quand même 6 panélistes d'exception. Alors, je vais les inviter à s'approcher. D'abord, Jean-François Garguia, je vais prendre de l'eau aussi, directeur général de la corporation Car Expert, une compagnie affiliée à la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec, donc la CCAQ. La bannière Car Expert compte plus de 160 ateliers de carrosserie à travers la province qui emploient plus de 1500 techniciens avec un chiffre d'affaires de, ma foi, 1 demi-milliard de dollars. Il s'implique dans plusieurs programmes de formation des métiers liés à l'automobile et il siège au CSMO, depuis maintenant 4 ans. Vous en avez été vice-président, est-ce que c'est toujours le cas? Co-président. Parfait, d'accord. Merci beaucoup d'être là, merci à vous. Alors voilà, ensuite, M. Roger Goudreau. M. Goudreau, approchez-vous s'il vous plaît. Directeur exécutif pour la division du Québec de l'Association des industries de l'automobile du Canada, l'AIA, et ça depuis presque 3 ans, 2016. Ce technicien qualifié première classe travaille dans l'industrie depuis 43 ans. On doit de la même génération un peu, là. Il a été directeur d'atelier, instructeur, directeur de centre de formation, directeur général d'un comité paritaire. Il a donc développé lui-même plusieurs contenus de formation, mis sur pied des examens de qualification, en plus d'exercer une présence régulière dans différents médias comme spécialiste de l'automobile. Bonjour, M. Goudreau. Bonjour à vous. Madame Marjorie Ménard. Madame Ménard, s'il vous plaît. Madame Ménard est conseillère aux attestations d'études professionnelles, aux services aux entreprises et aux projets de la Commission des partenaires du marché du travail à la Fédération des commissions scolaires du Québec. Elle-même est issue des services aux entreprises et elle a développé depuis plus de 12 ans maintenant plusieurs formations sur mesure et s'est impliquée dans plusieurs comités mixtes pour favoriser la concertation et le déploiement sur le territoire québécois. Voilà, je vais rester là, je serai moi dans les jambes pour les gens qui arrivent. Monsieur Murphy de Unifor, on l'avait annoncé, devait être avec nous. Malheureusement, il a dû annuler hier. Donc, le président du syndicat Unifor, qui représente quand même 1500 salariés. Alors, c'est dommage que ce point de vue-là ne soit pas là, mais il y a des syndicalistes dans la salle qui pourront se présenter au micro pour ajouter leurs propos. Même absence déplorée de Mme Suzanne Proulx, qui est directrice générale, vous le savez, du comité paritaire de Montréal. C'est elle qui nous avait parlé de ce projet autour des voitures électriques. Alors, voilà, elle a été retenue à Montréal. Mais Mme Danielle Roy est avec nous. Mme Roy, je vous en prie. Madame Roy est présidente de l'Association québécoise d'alternance études de travail, l'AQAET, un parcours académique en éducation et en administration, jumelé aux fonctions de propriétaire d'entreprise, d'enseignante et de conseillère pédagogique en formation professionnelle. Tout ça lui a permis de constater l'apport des stages en alternance travail-études comme une stratégie absolument gagnante pour tout le monde, au fond, élèves, écoles et entreprises. Elle est très impliquée dans différents projets en éducation, dont l'approche par compétences. En plus, elle a adapté une douzaine de programmes de formation en alternance travail-études, en plus d'avoir exploré en Europe la formation duale pour l'adapter à la réalité québécoise. C'est bien ça? Merci. Monsieur André Royer. Monsieur Royer, voilà, Monsieur Royer qui est responsable du secteur entretien d'équipements motorisés à la direction de la formation professionnelle du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. M. Royer a d'abord été mécanicien, puis pendant 19 ans, enseignant au programme mécanique automobile du centre de formation Wilbrod Berreur à Québec. Il a été pendant ces années aussi mentor, on en parlait du mentorat, vous voudrez peut-être y revenir, enseignant associé pour les universités Laval et de Sherbrooke. Donc, l'accompagnement des nouveaux enseignants, entre autres, il connaît. Et depuis 2010, il est donc responsable de la mise à jour des programmes d'études et de l'évaluation des apprentissages en équipement motorisé. Je nomme mécanique automobile, mécanique de véhicules lourds routiers, mécanique de véhicules de loisirs. De plus, il agit à titre de rôle conseil auprès d'organismes en lien avec le domaine de la mécanique. Alors, merci, bienvenue à vous également. Et enfin, Éric Thibault. Monsieur Thibault,
Coordonnateur de projet pour Formation Québec en réseau, son mandat est donc de coordonner des projets majeurs en attribuant des mandats spécifiques à des ressources externes. Et depuis une douzaine d'années, il a donc supervisé plusieurs projets de formation continue et sur mesure d'envergure nationale et dans des secteurs très, très variés, pas uniquement en mécanique. Voilà, c'est votre place. Et là, vous avez un micro pour 2 ou même davantage. Alors voilà, vous avez travaillé dans plusieurs secteurs. Transport, santé, sécurité, vente, alimentation et évidemment mécanique. Donc, il est passé maître dans l'art des approches sectorielles, de la concertation et des alliances stratégiques. Bref, c'est l'homme qu'il nous fallait pour compléter ce panel. Voilà, allons-y. Alors, revenons un petit peu, d'autant plus que certaines personnes sont arrivées à l'heure du dîner, revenons un petit peu sur les enjeux qu'on a identifiés ce matin avant de voir les avenues d'amélioration. On a voulu, dans le panel de ce matin, faire un portrait de la compétence actuelle, au fond, des travailleurs et travailleuses du secteur. Et on a constaté qu'il y avait de grandes disparités de compétences, effectivement, entre travailleurs, mais aussi des disparités dans la culture de formation d'une entreprise, d'un employeur à l'autre. Il n'y a pas le même souci d'une culture de formation continue partout. On s'est entendu, je pense, ce matin, sur la nécessité d'adapter les méthodes et les contenus pédagogiques à ce qui s'en vient, à ce qui est déjà là, en fait. La nécessité aussi d'accompagner les nouveaux, donc de créer des environnements qui protégeraient l'apprentissage des nouveaux travailleurs du secteur par le mentorat ou d'autres formes d'accueil et qui permettraient de transférer donc à l'intérieur des milieux de travail à la fois les connaissances, mais aussi la passion de la mécanique, puisque c'est l'une des forces de cette main-d'œuvre actuelle, c'est la passion partagée par peut-être la majorité d'entre eux. Alors, c'est quand même important. Et puis, le dernier constat, évidemment, c'est qu'il fallait assez vite améliorer la collaboration et la coordination entre tous les partenaires actuels de la formation. On vient de voir qu'il y en a vraiment beaucoup. Avec M. Julien, on a vu que la formation est en retard sur les besoins du marché et qu'il fallait peut-être penser à la fois en termes de recrutement, mais de formation spécifique pour répondre à un besoin varié de compétences dans l'avenir. Alors, si je résume rapidement, là, et qu'actuellement, on semble manquer à la fois d'outils et de formateurs pour opérer ces changements-là dans la formation. Bref, les défis sont très nombreux, on part de là. L'écosystème, on l'a vu, c'est assez complexe, c'est assez lourd. On aurait besoin d'en savoir plus sur les mandats des uns et des autres. Alors, on va le faire. Et bref, il y a une distance entre les besoins et l'offre. Je m'arrête là. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce portrait-là? C'est un beau programme. C'est un beau programme? Bon. Alors, allons-y. On a 1 heure? Vous êtes là? OK, mais on a juste 1 heure. Vous avez 1 heure. OK, c'est bon. 1 heure, oh, 1 heure, oui, 1 heure et demie même, on verra. Alors, il y a des enjeux de toutes sortes, de compétences, de communication, de sensibilisation et de partenariat. Prenons-le, si vous le voulez, les uns après les autres. Si je vous repose la même question, quelles sont les compétences les plus urgentes à développer, après tout ce que vous entendez, ce que vous savez surtout dans vos milieux, pour les gens qui arrivent dans le milieu, mais pour ceux qui sont déjà là? Sur quoi faudrait-il insister en termes de formation? Oui, vous avez un micro. Oui, tous les micros devraient fonctionner. Vous le partagez avec votre voisin. Vous en avez 4 à 6. Je demandais, est-ce qu'il y en a un qui a un micro qui marche? Je n'entendais pas parler par ça. Ah bon? Moi, j'en avais pas de micro. D'abord, je voudrais féliciter les gens de ce matin au panel. J'ai appris beaucoup. Ceux qui étaient là, beaucoup d'expérience, beaucoup d'expertise et surtout la dame... Où est-ce qu'elle est, notre carrossière qui était là ce matin? Là. Madame Véronneau? Oui, oui, Madame Véronneau et Madame Paradis. Il y avait 2 dames. C'est très inspirant comme message. C'est un message qu'on n'entend pas souvent, d'investir dans le savoir-être et tout ça. Et je pense que ça rejoint beaucoup de gens. Et aussi, moi, j'ai été le mentor de beaucoup de gens dans ma vie. Ça fait plusieurs années. Et là, ce matin, j'ai inversé les rôles parce que j'ai été mentor de M. Julien. Et ce matin, c'est lui qui est devenu mon mentor. Donc, voyez-vous, on partage des choses. J'ai appris beaucoup. Il a mis des mots sur des choses que tout le monde savait un peu, mais il a réussi à disséquer ça et à faire un menu avec ça. Oui, et sur une ligne de temps, extrêmement qui permettait intéressant. de vraiment bien comprendre l'évolution. Extrêmement intéressant et tout ça. Et moi, la formation disponible aujourd'hui, moi, je félicite les centres de formation professionnelle des efforts qui sont faits. Je vais dans plusieurs centres, je visite et je connais les formateurs et tout ça, les enseignants. Ils font un travail extraordinaire avec les outils qu'ils ont et dans le
temps qu'ils font. Et moi, je voudrais qu'on conserve la formation de base et qu'on n'essaye pas de trop pacter la formation de base, justement, parce qu'on a besoin, dans notre industrie, on a besoin de gens encore pour faire des travaux qui sont manuels, considérés manuels, changement d'huile, pneus. Et ces travaux-là demandent une expertise qui dépasse un peu peut-être juste la fonction d'homme de service, si on veut, qu'on connaît. Donc, ça devient de plus en plus complexe. Donc, pour toucher au véhicule au complet, de façon, pour faire l'entretien, je dirais, ça prend une bonne formation de base. Et qu'est-ce qui serait, à mon avis, qu'est-ce qui serait souhaitable, c'est de prendre les gens qui réussissent bien, qui ont une force, une capacité additionnelle, qu'on a identifiée durant leur formation au DEP, et de leur permettre d'accéder à un niveau supérieur au niveau des technologies, parce que on a beau dire, les jeunes sont attirés par ça, mais ce n'est pas tous les jeunes. Moi, j'entends des profs qui nous disent que lorsqu'ils arrivent à l'électricité et tout ça, il y a des jeunes qui ne suivent pas. Donc, si on veut conserver les jeunes qui sont manuels et qu'on a besoin dans nos ateliers, si on en met trop dans le premier volet du DEP, moi, je pense qu'on va devoir ajouter des volets, bien, on risque de les perdre. Et aussi, pour garder ceux qui sont bien motivés, d'avoir un volet beaucoup plus, une deuxième partie où les gens pourraient être supportés, parce qu'on est un petit peu les enfants pauvres là, de la formation. Écoutez, on génère des milliards à l'économie et on a deux DEP, là, il me semble qu'on est déficitaire un peu, on pourrait avoir plus. Puis je ne blâme pas les gens du ministère ici, là. Je pense que... non, mais ce que vous dites, au fond, c'est qu'il faut réformer un peu le DEP. Pas trop, parce qu'on a besoin de conserver la base. Oui, c'est ça, mais en même temps, vous voulez qu'il y ait comme un deuxième niveau possible. Exactement. Que ce soit par une passerelle ou par un allongement du DEP, ou par une passerelle vers un autre programme. Exactement. La première partie, c'est une passerelle pour ceux qui ont les capacités. Donc, on ne va pas décourager ceux qui sont dans la première partie, mais ceux qui auraient les capacités d'aller plus loin, qui auraient une possibilité d'aller plus loin. Et, leur faciliter. Exactement. Et aussi d'amener des gens de d'autres secteurs, comme disait M. Julien ce matin, c'est une chose qu'on devrait explorer également. Voilà. On va laisser les autres parler. Oui, allez-y. Madame Ménard, vous qui êtes, alors, pour répondre à votre question, en termes de compétences du futur, là, moi-même, j'ai été très, très étonnée de la présentation de M. Julien. Vraiment, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai été très impressionnée de l'étendue des compétences, mais aussi des autres métiers qui vont avoir un lien direct avec le secteur automobile. J'ai été vraiment impressionnée. Par ailleurs, en termes de compétences du futur, je pense que l'acquisition des compétences numériques, c'est un incontournable aujourd'hui, là. Et les compétences numériques, c'est pas juste pour le jeune qui aime l'informatique puis qui est habile, c'est aussi pour le mécanicien ou la personne ça fait 20 ans qu'elle fait le même travail. S'il y a une nouvelle technologie qui arrive dans l'industrie, ça se peut qu'il faut revoir aussi des compétences de base, comme en littératie, numératie, parce que quand ça fait 20 ans que tu n'es pas allé à l'école, tu n'as pas fait certains calculs, bien, pour faire l'apprentissage d'une nouvelle technologie, les compétences de base sont un incontournable. Donc, les commissions scolaires ont cette capacité-là d'offrir ce service-là en termes de formation en entreprise pour des compétences de base. Donc, il faut enlever aussi de notre tête que pour se former avec une commission scolaire, il faut quitter l'entreprise et aller à l'école. C'est complètement faux aujourd'hui. Les services aux entreprises des commissions scolaires, ils font des miracles. On se déplace en entreprise, on peut faire des formations. Pour s'adapter aux besoins réels des entreprises. Oui, tout à fait. On s'adapte réellement. On peut donner une formation de 1 heure. C'est des formations qui sont pratiques, reliées à la pratique du métier, à la nouvelle technologie qui arrive. Donc, il y a moyen de revoir des compétences de base. Et le ministère de l'Éducation nous finance, nous, les commissions scolaires, pour faire du démarchage, donc pour trouver les besoins de développement des compétences de base. Alors, mais une chose, c'est d'identifier les besoins. Je pense qu'on a eu un bon éventail ce matin. L'autre chose, c'est d'identifier les formateurs potentiels et les outils. Il faut avoir accès aux nouvelles technologies. Hein? On l'entendait, là, parfois les concessionnaires gardent un peu l'accès à ces technologies-là. Ce n'est pas si facile de savoir où on s'en va et d'avoir la dernière version du dernier logiciel
qui est déjà pourtant utilisé dans le... Bien, en fait, deux choses. Là, Dans je le vais me marché. prononcer pour les services aux entreprises, puis je vais peut-être laisser M. Royer se prononcer au niveau des programmes d'études ministériels. Mais les services aux entreprises, on travaille avec l'industrie. Donc, vous êtes déjà sur place. On est déjà sur place. Ouais, Donc, on ouais. utilise la technologie déjà sur place. On travaille en partenariat avec toutes les associations ou les partenaires qui sont déjà réseautés. Donc, et à la limite, on va chercher un formateur expert reconnu dans le milieu et on l'embauche et on lui donne le mandat de la formation. Donc, en termes d'expertise pour offrir le service, ça va. Mais je souhaiterais, en termes de compétences du futur également, vous nommer qu'il existe aussi les attestations d'études professionnelles, qui sont des programmes très, très courts et qui ne sont pas des programmes ministériels. Ils sont approuvés par le ministère, mais ils sont développés par les commissions scolaires avec le marché du travail. Entre autres, on a eu la confirmation hier qu'on a une attestation d'études professionnelles pour les mécaniciens, pour les véhicules électriques. Donc, on a eu cette confirmation-là. Donc, c'est un programme qui a été conçu avec le marché du travail selon les besoins. Et maintenant, il va être disponible pour toutes les commissions scolaires du Québec. Mais en termes de compétences du futur, là, j'ai vu des choses que je ne serais même pas capable de vous redire aujourd'hui. Mais nécessairement, c'est possible qu'il y ait d'autres besoins de développer de nouveaux programmes. Et les AEP, c'est des programmes très courts qui répondent à un besoin qui est ponctuel sur le marché du travail. Donc, on parle de moins de 600 heures. Vous pouvez les développer assez rapidement quand le besoin est évident. Est-ce que vous avez quand même besoin de l'approbation du ministère? Et compte tenu de la vitesse d'accélération, je dirais, des technologies, est-ce que c'est assez efficace comme système pour que les programmes arrivent sur le terrain assez rapidement? Monsieur Royer. Bien, justement, Parce que je sais que le ministère de l'Éducation, en général, les programmes, ça peut... Oui, le prendre du ministère temps à les s'est faire avancé approuver. sur une production des programmes d'études, une révision des programmes d'études en 18 mois. C'est ce qu'il fait là, présentement là, pour plusieurs programmes d'études. À titre d'exemple, on a révisé le programme de carrosserie dernièrement avec un enseignant qui est Michel Cinq-Mars, qui est ici présent. Donc, c'est un processus qui était quand même assez rapide, dans lequel on a toujours une première étape qui est l'analyse de profession, qui nous permet d'aller chercher vraiment le pouls du marché du travail. Donc, on avait quand même un panel important, intéressant pour cette analyse de profession-là, qui nous a permis justement de bien, on pourrait dire, décortiquer le métier, pour être capable d'aller chercher les petits détails. Et puis, c'est pour l'ensemble des carrossiers qui font ce travail-là. Et par la suite, on fait le programme d'études. Donc, oui, c'est pas parfait parce que dans certains programmes d'études, on a eu des retards qui se sont avérés quand même importants dans la révision de certains programmes d'études. Par contre, là, on a carrosserie qui vient d'arriver, on a mécanique de véhicules de loisirs et d'équipements légers qui est sur le point d'être approuvé par le ministre. On va entreprendre des travaux pour mécanique automobile et, comme disait M. Goudreau, effectivement, il y aura aussi là un panel de participants pour nous nourrir, pour nous permettre d'avoir la bonne information justement pour réviser ce programme d'études-là. Puis j'écoute les discussions qui ont eu lieu ce matin de M. Julien, ça me porte à interrogation. Je trouve ça le fun parce que ça nous remet en question, ça me remet en question, malgré que je connais assez bien le secteur. Et puis, il y a 2 semaines, avec le comité paritaire, même chose, on a eu une belle présentation d'un professeur de l'Université Laval qui nous a amené vraiment ailleurs dans les véhicules autonomes ou les véhicules électriques. Ce qui me porte à avoir beaucoup de réflexions justement avec l'industrie, puis aussi les centres de formation pour être capable d'adapter justement notre formation le mieux possible. Voilà. Mais là, on revient. Oui, monsieur, êtes-vous prêt? Allez-y, monsieur Thibault. Oui. En appui à ça, en fait, ce qui est important de souligner, c'est qu'il y a des programmes comme les AEP, évidemment, mais les services aux entreprises, ce qu'on fait aussi, c'est des formations vraiment collées à un besoin précis, sur une formation de très courte durée. Et ce que je veux nommer surtout, c'est que là, on sait maintenant que les centres de formation professionnelle s'en vont dans les entreprises, mais il faut que le mouvement inverse se fasse aussi. Il faut que les experts du métier viennent dans nos centres de formation professionnelle. Je ne peux pas trop m'engager au nom des CFP, mais au nom des services aux entreprises, c'est sûr que nous, là, la porte est grande ouverte, puis on veut faire des partenariats. D'ailleurs, tantôt... Mais pourquoi ça ne se fait pas déjà? Bien, ça se fait un peu. Ça se fait de façon régionale. C'est des initiatives. Mais quand on va tracer l'écosystème puis qu'on va gratter là-dedans, on va voir qu'il y a des places où nos missions vont être des fois un peu en chevauchement. Alors, il faudra avoir la maturité de quand même travailler ensemble parce que de toute façon, il y a tellement à faire. On l'a vu ce matin, là, ça a été nommé. Là. Ça fait qu'on est capable de contribuer ensemble, mais on a dit aussi ce matin en commençant qu'il ne fallait pas revenir sur le passé, mais je vais revenir quand même un peu sur le passé. Si c'est moi qui avais dessiné le modèle, puis peut-être je vais choquer un peu de monde en disant ça, mais et ça n'implique que moi.
à partir de la formation de base, de la formation de spécialisation, de la formation continue, des accréditations, des spécialisations, tout ça devrait se faire autour du centre de formation professionnelle. Un centre de formation professionnelle ouvert à l'industrie, ouvert à l'entreprise, mais ce serait la référence où l'industrie et où le travailleur aurait toujours une référence pour aller chercher ses compétences, pour aller chercher des ressources supplémentaires. On est capable de faire ça au Québec. Le gouvernement a investi, en fait, dans plusieurs centres de formation. Ils sont sur tout le territoire québécois. Alors, quand on a des initiatives qui sont plus montréalaises ou qui sont dans une autre région, peu importe, mais ça ne sert pas l'ensemble de l'industrie. Moi, je pense que dorénavant... Vous dites qu'il y a déjà un réseau qui existe, qui peut être très performant pour harmoniser la formation, au fond, aller dans le sens d'une meilleure harmonisation des formations. Mais tout à fait. Il y a des choses à changer de notre côté aussi, le milieu de l'éducation. On peut être un peu plus sexy, oui. mais on est aussi une victime d'un préjugé parce qu'on fait des formations de jour, de soir, de fin de semaine. On est éclaté, on a toutes sortes de formules, c'est pas ça le problème. Non. Juste pour terminer mon idée, moi, je prends l'engagement FQR. Dorénavant, lorsque je vais envisager un projet d'envergure nationale, mais je vais consulter les autres personnes, les CPA. Je vais travailler avec le comité sectoriel. Je vais aller voir comment ils peuvent contribuer au projet. Je pense que c'est vraiment une époque révolue où on peut travailler en vase clos puis protéger sa petite recette. Merci. Monsieur Garga, je pense que vous voulez réagir, là. Vous êtes du côté des concessionnaires, au fond. Je suis tellement d'accord avec ce qu'on dit, mais il faut aussi être capable d'amener l'entreprise privée ici. Je vais mettre le chapeau d'entrepreneur privé dans le moment. Il faut qu'on entende, mais c'est ça. Je ne les vois pas. On a de la misère à aller les chercher, des reproches avec les concessionnaires. C'est pas juste les concessionnaires, il faut aller chercher l'industrie en tant que général. C'est des employeurs, c'est les services que vous offrez. Tantôt, on a parlé de services d'aide aux entreprises. C'est un programme que moi, en tant qu'entrepreneur, je ne connaissais pas. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans ce milieu-là et je ne vous connaissais pas. C'est incroyable, puisque vous avez... Écoutez, on a parti un programme de reconnaissance des acquis et de compétences. Ce que ça a fait comme industrie dans mon réseau à moi au niveau de la rétention de la main-d'œuvre, de la valorisation du marché, un homme de 52 ans qui reçoit son DEP en carrosserie, je peux-tu vous dire c'est quoi sa face? C'est un sourire jusque-là. 3 jours après, il a gagné 51 millions à l'Auto 649. Ah ben là, c'est pas une joke. Son sourire devait être encore plus grand. Savez-vous ce qu'il dit à son employeur? Tant et aussi longtemps que tu ne trouves pas quelqu'un pour me remplacer, ah oui, je reste. Il est resté. Ouais. Ah, mon Dieu, c'est formidable. C'est des petites victoires comme ça. Oui, on pourrait aller vite. Il faut faire des changements rapides. Oui, je suis d'accord. Mais il faut qu'on commence à s'occuper des membres qui sont respectivement dans nos organisations. Si on est capable de faire ça, puis je sais que ce n'est pas parfait. Je parle avec mon coprésident au niveau syndical. On essaie de faire des projets aussi en alternance travail-études. Oui, les syndicats doivent faire des compromis, ils ouvrent leur convention collective, nous aident là-dedans. Nos entrepreneurs veulent aller de l'avant. Oui, il y a un vouloir d'aller plus loin dans le processus. Bien, c'est parce qu'il y a un sentiment, j'imagine, qui commence à se partager pas mal, que c'est urgent de... On a corriger, là. Effectivement, les 15 prochaines années, le ministère l'a bien dit, on a un problème de pénurie de main-d'œuvre. Bien, il faut y faire face. Il faut qu'on s'outille puis qu'on fasse commun à cet enjeu-là. Que ce soit l'ARAC, que ce soit l'alternance travail-études. Il faut rehausser les compétences actuelles Absolument. En même temps qu'on va essayer de recruter autrement dans d'autres poches, bassins potentiels, je pense à l'informatique, les nouveaux travailleurs de l'industrie. Parce qu'on l'a dit, je pense que vous êtes d'accord, il faut rehausser les compétences actuelles et il faut modifier peut-être la formation initiale, offrir davantage de passerelles ou d'avenues. Et il y a des méthodes pédagogiques à revoir. Et c'est là que vous avez parlé de la reconnaissance des acquis. Ce n'est pas une méthode pédagogique, c'est une méthode de qualification. Mais vous, pour l'alternance travail-études, vous dites aussi que ça fait ses preuves, ça. Oui, tout à fait. Mais juste avant de poursuivre oui. sur l'alternance travail-études, premièrement, je trouve ça super intéressant, le lien avec ce que chaque panéliste a mentionné. Mais la carte qui a été présentée tout à l'heure, qui a été faite par le CSMO, je trouve ça vraiment intéressant. C'est un bon début. Et même une grande avancée. Parce que je trouve que qu'est-ce qui manque, d'entrée de jeu, vous mentionniez quelles compétences qu'on doit développer. Oui. Et moi, je trouve que c'est la communication,
faire circuler l'information, un peu comme M. Thibault le mentionnait. On sait même pas tout ce qui se fait. Ouais. On se rend compte qu'on se bat tous à vouloir donner de la formation ou à vouloir augmenter les qualifications des gens ou les compétences des gens. Mais ce que j'ai aimé de cette carte-là, je me dis effectivement d'identifier peut-être les missions de chacun et qu'est-ce qui est offert. Parce que je trouve ça intéressant, Mme Le Chasseur mentionnait, pour l'industrie, on va être capable de savoir à qui faire affaire. Mais moi, je pensais aussi aux travailleurs ou aux futurs travailleurs dans cette industrie-là qui dit, ben moi, là, qu'est-ce qui s'offre à moi? Par quoi je dois commencer? Et je trouve qu'il y a énormément de formation qui est mise sur pied. Il y a de moins en moins de joueurs et il y a de plus en plus de formations. Alors, oui, c'est vrai. Oui. Il y a plus de chefs moins que d'Indiens. moins qu'il y a de joueurs, plus il y a de formations qui s'offrent et les gens ne se retrouvent plus. Ouais. Moi, je rencontre des élèves qui ne savent pas où ils s'en vont et qui commencent quelque chose parce qu'un tel a dit, ben tu devrais faire ci, tu devrais suivre ça, puis l'attrait peut-être aussi d'un mentor qui est souvent très priorisé et souhaitable. Mais souvent, les gens, ils se rendent compte qu'ils arrivent à un cul-de-sac. Alors, cette carte-là, moi, je trouve qu'elle doit être développée dans une optique de marketing, de promotion, de quelqu'un qui veut entrer dans ce milieu-là. Pendant que vous présentiez la carte, je me disais, l'employeur est au centre. Je me disais, est-ce que les employeurs sont autour, puis c'est l'élu, c'est-à-dire le travailleur qu'on veut, qui devrait être au centre, ou le travailleur est à l'extérieur? En tout cas, tout ça me venait à l'idée parce que je me disais, si on savait, premièrement, la mission de chacun, le mandat de chacun, qu'est-ce qui s'offre, et quand tout à l'heure vous parliez justement là, du projet d'études que j'avais fait en Europe, et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il n'y avait pas de cul-de-sac. Quand on arrivait à une formation, il y avait toujours un embranchement. Je ne dis pas ça parce qu'il n'y en a pas ici, là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne les connaît pas. Et donc, on arrive à une formation, et puis là, il y a toujours un embranchement, mais tu n'arrives pas à être obligé de revenir en arrière. Alors, tout ce qui s'offre, que ce soit la littératie, le DEP, les AEP, la reconnaissance des acquis, formation en réseau, formation continue, toutes les formations qui s'offrent, que ce soit en véhicule électrique, en technologie, on a tout besoin de ça. Mais le jeune qui dit, moi, c'est ça qui m'intéresse, par où il faut que je passe? Oui. Il ne sait pas. Est-ce qu'il faudrait un guichet unique, une sorte qui permettrait aux gens de s'orienter dans ce système? À la fois les individus qui sont peut-être tentés d'aller vers l'automobile et les employeurs et éventuellement tout le monde. Est-ce que c'est ça la... Ben moi, je vois Parce qu'il y a le réseau des centres de formation, Oui. mais ce n'est pas la porte évidente pour tout le monde. Moi, je pense que... Peut-être que ça le devrait pour vous, mais ça ne l'est pas visiblement. Là. Mais effectivement, il y a peut-être quelque chose à décloisonner, mais en même temps, de peut-être trouver la place, de faire une espèce de cheminement possible pour que l'élève puisse se retrouver, pour que le jeune, le travailleur, peut-être le travailleur de 52 ans, aussi. Il n'y a pas d'âge finalement de dire, ben moi, si je veux faire, je suis déjà travailleur dans le secteur de l'automobile ou de la carrosserie, ben si je veux poursuivre ma formation, qu'est-ce qui s'offre à moi? Quelqu'un qui dit, ben moi, je suis intéressé par les technologies, je veux m'en aller, mais je n'ai pas le goût de travailler dans un bureau, mais je tripe ou je capote sur l'automobile, bien, il y a une porte d'entrée. C'est ça. Et je vais laisser la parole aux autres, mais je reviendrai avec l'alternance travailler-études. Oui, parce que là, on est dans les méthodes pédagogiques, là, mais je trouve ça intéressant parce qu'au fond, ce que vous dites, c'est qu'il devrait y avoir un continuum entre la formation initiale et la formation continue tout au long de la carrière de ces gens-là. Tout à fait. Et Ça fait vrai, partie des de la mécaniciens, politique éducative ben, du gouvernement c'est du logique Québec. aussi. L'apprentissage, c'est tout au long de la vie. Oui. Là. Mais Un pourquoi c'est mécanicien... si difficile? Pourquoi les cloisonnements continuent Je comme ne peux pas parler pour le ministère de l'Éducation, mais en même temps, dans d'autres pays, il y a effectivement des passerelles entre qui ont chaque... été structurés. Oui, c'est ça. Un mécanicien peut devenir enseignant, peut devenir directeur d'un centre de formation, peut devenir propriétaire d'une entreprise privée où ses habiletés de gestion vont être nécessaires. Mais pour revenir avec tout cet inventaire de formations-là, qui sont toutes pertinentes, on en a tous besoin. Attendez, est-ce qu'il y en a peut-être trop? Bien, oui, mais en même temps, comment s'y retrouver?
Quelle est la bonne formation? Autant pour l'employeur qui dit, moi, là, je cogne à quelle porte? Je vais-tu voir Service Québec? Est-ce que je vais voir Formation Québec en réseau? Ou est-ce que je vais à la commission cogne scolaire? Au centre de formation professionnelle ou au CMSMO ou dans... Il y a tellement d'offres de formation et beaucoup de dédoublements. Ben, oui, mais là, c'est un problème de gaspillage d'énergie et de compétences. Là, Monsieur Garga, c'est là-dessus? Comment... Je suis un peu... Je vais parler là, comme coprésident du CSMO. Moi, je suis super content de ce qui est en train de se passer aujourd'hui parce que les principaux intervenants sont en train d'échanger et essayer de trouver une piste de solution. Ça, c'est magnifique. Je ne peux pas voir une meilleure situation dans le moment dans l'industrie que, oui, l'industrie nous pousse à être meilleure, mais on prend le flambeau et on y va. Ça, je trouve ça fantastique. Des gens qui sont ici aujourd'hui autour de la table que je ne connaissais pas avant d'être justement impliqués au comité sectoriel, puis Dieu merci de vous rencontrer. Mais mettez-vous aussi dans un employeur qui vient d'engager des gens qui sont de l'étranger. Et là, on est dans une adéquation où le gouvernement nous dit, oui, on va avoir de l'immigration, mais elle doit être intégrée et elle doit être la formation doit être adéquate. Fait que pensez à des entrepreneurs qui vont aller chercher une main-d'œuvre à l'étranger, qui vont l'amener ici. Il va falloir qu'on soit vraiment sharp pour que ces travailleurs-là restent dans notre industrie, parce qu'on ne veut pas les perdre, ceux-là. Mais il va falloir qu'on les suive comme il faut pour leur donner une formation et un suivi d'intégration incroyable. Puis ça, c'est notre responsabilité, tout le monde autour de la table ici. Aussi bien les commissions scolaires que n'importe qui. On va falloir qu'on travaille conjointement ensemble parce qu'on en a pour 15 ans. Donc, il va y avoir la nécessité de qualifier ces gens-là par reconnaissance de leurs acquis. Il peut se poser un autre problème. Je pense que dans la région de Montréal, c'est une évidence, les problèmes de langue, d'apprentissage du français ou de l'anglais dans certains cas, ou enfin, c'est pas évident, là, changement technologique ou pas, de travailler pour quelqu'un qui arrive et qui ne possède pas encore la langue de communication. Alors, c'est un autre niveau de défi. Le premier enjeu, il faut qu'on le travaille déjà là, qu'on soit prêt pour que quand ces gens-là vont arriver, qu'on soit bien pratiqué déjà avec nous-mêmes, pour que quand on se mette aux autres, on soit quand même prêt et qu'on soit capable de les encadrer comme il faut. Puis on a besoin, frappant comme à la je dis, bonne tout le monde porte pour aller ici, chercher les bons partenaires pour tout ça. Monsieur Goudreau? Oui, Oui, ça marche, oui. j'ai parlé, c'est le fun parce que je reviens, on a échangé beaucoup. Moi, j'ai échangé avec des gens, des syndicats aujourd'hui, puis j'ai jamais vu une ouverture parce que traditionnellement, pour les avoir connus, ils étaient assez fermés. Mais là, je vois une ouverture sans précédent, puis je les félicite. C'est extraordinaire parce qu'ils réalisent, eux aussi, puis ils favorisent ça, le besoin de diversité aujourd'hui. Donc, on m'a dit qu'ils sont prêts à ouvrir des conventions collectives pour créer des nouveaux métiers. Et tout ça, je pense qu'on a besoin d'une meilleure flexibilité ici au Québec, parce qu'au Québec, on crée des boîtes, puis il faut que tout le monde rentre dans ces boîtes-là. Et souvent, il faudrait rentrer entre deux boîtes et ça ne fonctionne pas. Et on en perd des gens parce qu'ils ne fitent pas, ça ne rentre pas entre les deux boîtes. Donc, ça prend une flexibilité, d'identifier justement, parce qu'on a la chance avec les centres de formation professionnelle, souvent ils sont on offre plusieurs types de formations dans la même place, et puis on peut aller chercher des gens, et puis ça ne se fait pas là, actuellement, mais on pourrait aller chercher des gens ailleurs, de ne pas attendre qu'ils viennent chez nous, mais d'aller nous aller chercher. C'est Michel qui a sorti ça ce matin, et puis c'est plein de bon sens. Puis aussi, il faut arrêter de pousser, parce que je me souviens, moi j'ai tout vécu ça. En mécanique, on prenait le meilleur mécanicien pour lui montrer l'électricité. Après ça, on prenait ce même personne-là, c'était encore le meilleur. Le champion de l'atelier. Oui, le meilleur de l'atelier, puis on l'envoyait apprendre l'électronique. Et puis là, on veut l'envoyer apprendre l'informatique. Puis ce technicien-là, il est rendu à 55 ans. Il dit, attends une minute. Là, je suis plombier, électricien, chimiste, physicien. C'est assez. C'est assez. Et je pense qu'il faut respecter ces gens-là parce qu'on en perd beaucoup. Ils se découragent tout simplement parce qu'on pousse toujours, un peu comme le gouvernement, il taxe toujours les mêmes personnes. Là. Et puis ces gens-là, des fois, ils ne sont pas contents. Avec le gouvernement, on n'a pas le choix, il faut continuer. Mais quand même, dans l'industrie, les gens, tout simplement... Mais ça veut dire casser ses habitudes d'employeur. Oui, de dire arrêter de pousser toujours la même personne. Laissez la personne qui est bonne dans quelque chose, laissez-le faire qu'est-ce qui est le meilleur à faire, puis il est heureux là-dedans. Si vous le faites dévier de façon trop prononcée, parce que les nouvelles technologies sont là,
oui, les nouvelles technologies, mais en lien avec qu'est-ce qu'il aime faire. Il va apprendre. Sinon, il y a de la résistance. Mais changez-le pas. Faites-lui pas faire la programmation. Mais par contre, est-ce qu'on ne peut pas demander à ce champion-là d'être mentor auprès des nouveaux? Est-ce que cette culture du mentorat, de l'accompagnement, ça, c'est absolument essentiel. L'environnement accueillant, là, pour éviter ce qu'Audrey Paradis racontait ce matin, là, de se retrouver... Oui, ça, écoutez, c'est une mentalité... C'est déplorable. Puis ça, c'est un travail qu'on n'a jamais fait. J'ai aimé ça, entendre ça ce matin, qu'il fallait développer des mentors. Et ça, c'est extraordinaire. Moi, je connais plein de jeunes que j'ai mentorés, qui ont passé à travers leurs études de formation professionnelle et tout ça. Ils ont été brûlés carrément par l'industrie. Okay? C'est simple, là. Le jeune, il s'en va, il travaille sur un tracteur, et puis les sockets qu'il y a dans son petit kit là, à 2000 $, là, okay? C'est 1 pouce et quart, puis ça prend 2 pouces et demi. Il va chercher, il est tout tôt, il est tout stressé, la sueur coule. Il est gêné d'aller demander au plus vieux, parce que le plus vieux, il est bête comme ses 2 pieds. Et puis, finalement, il est tanné de cette situation-là. Puis, étant donné qu'il est sollicité par plein d'autres, il lâche sa passion première pour aller dans une autre industrie parce qu'on n'a pas su l'accueillir. Donc, ça, c'est le patron et c'est aussi les gens qui sont en place qu'il faut travailler là-dessus. Parce qu'on voit que recrutement, formation, rétention, tout ça est lié, hein, de toute façon. Là, on parle de formation, mais il y a moyen aussi de penser en aval puis en amont, j'imagine, quand on repense un peu ce système-là. Qui voulait, monsieur? Oui, monsieur Royer. Oui, on parle de passerelles. Moi, je pense que une des passerelles la plus difficile, c'est du DEP au marché du travail. Oui, il y a des passerelles, on peut aller au cégep, on peut aller à l'université, mais cette passerelle-là, c'est une des plus difficiles parce qu'on est face à deux entités qui ne se connaissent pas. Les centres de formation connaissent peu ou pas ce qui se passe en industrie, ou pas assez, et vice-versa. Donc, ce qui fait que l'élève, malgré une formation, qu'il faut le dire, est une formation initiale, qui vise, on pourrait dire, d'être capable de tout faire, il sait pourquoi il le fait, il sait comment le faire, mais il n'y a pas de rapidité, il n'y a pas d'exécution, on pourrait dire minutieuse, ce qui fait qu'il y a quand même un bon bagage, sauf que l'entreprise, de l'autre côté de la passerelle, se retrouve avec un employé qui pense qu'il y a 2 ans de formation, que c'est un top, mais la personne sait quoi faire, mais elle n'est pas habituée à le faire. Donc, cette passerelle-là, elle est très, très difficile pour les employés et pour l'employeur, dans les deux sens. Il y a certains organismes, notamment l'aérospatiale, qui, eux, ont organisé des comités industriels, que je trouve l'idée quand même intéressante. C'est que c'est l'entreprise qui se déplace dans les centres de formation. C'est sûr, c'est peut-être plus facile parce qu'il y a un centre, on pourrait dire, qui est plus attitré à l'aérospatiale, mais qui va, on pourrait dire, faire des demandes pour l'ajustement du programme d'études. Les programmes d'études sont faits d'une façon, sont élaborés pour être suffisamment polyvalents pour permettre l'ajustement au fil des ans. Et la nouvelle façon d'écrire des programmes d'études vise essentiellement ça, c'est d'avoir des mots dans le programme d'études qui ne nous contraignent pas à avoir une certaine technologie qui peut évoluer très bien dans le temps. Ce qui fait que si on a des comités ou un rapprochement, sans être nécessairement un comité officiel, un rapprochement de l'industrie avec les centres de formation pour que les entreprises, quand ils apportent et disent « Nous autres, nos jeunes, là, ils sont bien bons, mais c'est parce qu'ils manquent de ça, ils manquent de ça, ils manquent de ça. » Fine, on pourrait peut-être s'ajuster, mais permettre des ajustements de part et d'autre pour justement parfaire la formation de nos jeunes. C'est ça que je trouverais le fun. C'est ce que M. Garga disait. On est prêt. L'entreprise privée est prête. Invitez-nous. Mais là, je pense que les centres de formation n'ont pas besoin d'invitation. Allez cogner à la porte, puis ils vont vous ouvrir. C'est parce que, c'est comme un malentendu de couple. C'est là où l'alternance travail-études arrive. Manque de communication. Manque de communication. Je regarde Valérie, puis on vit les mêmes challenges, je pense. On a besoin de vous, mais on ne vous connaît pas. Vous êtes le mal-aimé de notre gang. Moi, je suis le mal-aimé des concessionnaires automobiles, je suis le carrossier. Oui, mais quand même. On a tous un petit rôle qui est... On est tous pris dans notre daily operation. Excusez-moi l'anglicisme. Là. Oui, on est pris dans la forêt, l'arbre il est là, puis on ne le voit plus comment sortir de là. Et ce qui est aujourd'hui, moi, je vais partir et on va faire le mot dans les organisations. Monsieur Royer, on est prêt à y aller, l'entreprise privée. C'est là, si vous me permettez, que l'alternance travail-études, je trouve que vraiment, on crée le trait d'union entre les deux, la passerelle entre le programme d'études et les entreprises, entre les centres de formation professionnelle et les entreprises. Que ce soit dans un programme d'alternance travail-études qui peut être début, dans le sens qu'on peut partir avec 20 de la durée du programme qui se fait en entreprise. Et à ce moment-là, c'est là où on invite, les centres de formation professionnelle invitent les entreprises à venir rencontrer
les enseignants et puis même les élèves, expliquer le programme d'études et de voir de quelle façon on peut aménager selon les contraintes que l'industrie vit et selon les contraintes parfois d'un programme d'études, parce que parfois quand on présente le programme d'études aux entreprises, bien, il y a des entreprises qui nous mentionnaient, en souvenir, j'ai un cas en tête, et les entreprises nous disaient « Ah, c'est vrai, je n'avais pas pensé que quand il est rendu à faire, je ne sais pas moi, l'hydraulique ou peu importe, qu'il faut préalablement qu'il ait fait cette compétence-là. Donc, OK, organisez-vous avec ça à l'école, puis quand il sera rendu là, envoyez-nous-les. » Alors, c'est cette gymnastique-là qu'il faut faire et aussi de vérifier avec les entreprises à quel moment de l'année que vous en avez besoin ou que c'est peut-être pas le temps, que vous ne voulez pas les voir parce que vous êtes dans votre... Pour essayer d'ajuster les calendriers. Oui, tout à fait. Mais ça demande beaucoup de souplesse aussi du monde scolaire. Oui, mais il y a possibilité, il y a des choses qui sont possibles. On peut s'adapter. Puis comme M. Royer le mentionnait, les programmes sont faits maintenant de façon plus générique. On a une certaine souplesse. Et on peut aussi déterminer des tâches qui peuvent être faites chez les travailleurs, chez les employeurs, qui sont pas trop contraignantes pour l'employeur, mais qui font en sorte aussi que l'élève qui a des apprentissages à faire au centre de formation professionnelle, bien, c'est seulement un déplacement de l'apprentissage. Au lieu de le faire à l'école, bien, il va le voir en pratique dans un environnement réel. Tout à fait. Oui. Oui. Est-ce que c'est la même chose que l'enseignement dual que vous avez observé en Europe? Oui, l'observement... C'est un autre terme, mais ça veut dire la même chose? Tout à fait, sauf qu'en Europe, bon, il y a toute l'option de l'académique, là, toutes les fonctions de la formation de base qui est inclue, parce que c'est une culture de formation qu'ils ont. Ça fait plusieurs années que ça existe. Et les élèves, dès qu'ils sont à un jeune âge, dès qu'ils commencent le secondaire, puis même les parents sont en train de chercher où l'élève va aller faire sa formation duale. Alors que nous, ici, on fait la formation académique complète. Ensuite, l'élève s'en va faire sa formation en alternance travail-études. Et ici, quand on parle de formation duale, on parle aussi de stage accru, c'est deux termes qu'on utilise. Et la plupart du temps, c'est pour un 50% à peu près du programme de formation qui peut se faire en entreprise. Alors, à ce moment-là, c'est sûr que la personne qui est en entreprise, comme messieurs disaient, bien, elle se doit d'être un bon mentor, un bon superviseur de stage pour s'assurer que ce 50%-là qui est passé en entreprise, bien, ça fasse en sorte que le programme d'études, que les compétences soient données pour ne pas arriver à un programme d'études qui n'est pas la même valeur d'une région à l'autre. D'ailleurs, la Commission des partenaires du marché du travail a mandaté la Fédération des commissions scolaires avec d'autres partenaires, dont la CUET, pour développer un programme de formation pour les superviseurs de stage en entreprise. Ce programme-là, il est prêt d'ici à peine quelques semaines. On est vraiment en finalité. Ce programme-là va être disponible en ligne. Donc, ça va être facilitant pour quiconque en industrie de faire la formation en ligne. Et le superviseur, à ce moment-là, va avoir développé ses compétences pour être en mesure de bien accueillir, encadrer, superviser, former un stagiaire. Oui. Et les commissions scolaires, là, on est tellement créatifs parce que on a du financement du ministère de l'Éducation, mais parfois, pour certaines mesures, le ministère n'est pas toujours, pas le ministère, mais la mesure n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'on aurait besoin pour vraiment se déployer complètement. Donc, on est extrêmement créatif. Puis de l'alternance travail-études, là, on le sait que c'est ça qui attire les jeunes. On le sait que c'est comme ça que les élèves sont mieux préparés au marché du travail. Et je vous dirais qu'il y en a de moins en moins des programmes qui ne se donnent pas en alternance travail-études. Je ne peux pas vous dire combien, là, mais de plus en plus, on est à même 20 là, je vous dirais qu'on est pas mal au-delà de 20 Plutôt vers 50. Oui, et d'ailleurs, je veux même ajouter que le ministère de l'Éducation a fait des projets pilotes pour financer pendant 3 ans, 26 programmes, tu me corrigeras, André? 26 programmes en stage accru. Rappelons-le, stage accru, c'est plus de 50 des heures du programme qui est donné en entreprise. Alors, ils ont financé 26 programmes d'études pour l'adaptation de ce programme-là, parce qu'on ne l'enseigne pas pareil à l'école, comme si on l'enseignait par des superviseurs en entreprise. Ça prend des outils. Oui. Et là, il va y avoir un état de situation de ces 26-là, mais il y a une volonté du ministère pour permettre aux commissions scolaires d'aller plus en entreprise. Et ça permet vraiment aux élèves de rentrer dans l'entreprise, de vérifier
est-ce que je suis au bon endroit? Dès qu'il commence son programme en alternance travail-études, au lieu de terminer sa formation au bout de 2 ans, il constate déjà qu'il y a un sentiment d'appartenance par rapport à l'industrie, par rapport aux employés, et aussi, ça permet aussi à l'employeur de collaborer à la formation du jeune. Et de vérifier des connaissances, des compétences comme celles qu'on a mentionnées fait. ce matin, le savoir-être, le savoir travailler en équipe. Ce qui est intéressant, c'est pour communiquer. les enseignants aussi, c'est qu'ils sont en contact avec l'industrie. Ils continuent d'être en contact avec l'industrie. Ça leur permet à eux-mêmes de se perfectionner. Tout à fait. D'accord. Monsieur Garga? Juste parce qu'on parle de savoir-être et de savoir-faire. Merci de travailler avec beaucoup le savoir-être des gens. Comme gestionnaire, ce qui est plate pour nous, on engage souvent sur le savoir-faire, mais on laisse aller sur le savoir-être. Et malheureusement, les gens n'en sont pas conscients. Tu parlais tantôt de tout ce que tu fais comme effort au niveau du savoir-être. C'est capital, on travaille avec le public. La majorité des gens avec qui on travaille, ils travaillent avec le public. C'est une chose qui est primordiale et capitale. Alors, merci de travailler là-dessus. On continue à les développer à l'interne chez nous. Monsieur Thibault? En fait, on a débuté le panel sur l'idée de faut trouver des solutions. Un matin, on a nommé des problèmes. Après-midi, on essaie de trouver des solutions. Là, on a fait des belles pubs pour le ministère de l'Éducation, les centres de formation professionnelle, mais c'est fait. Là. On va arriver aux solutions. J'en fais partie d'ailleurs, pas des solutions, mais des solutions, c'est d'adapter les programmes et les services que vous offrez. En fait, la solution, selon moi, passe par un endroit neutre où tout ce monde-là, tout l'écosystème peut se retrouver et de travailler en toute transparence dans chacun des projets en disant quelle est ma contribution dans ce projet-là? Qu'est-ce que je suis en train de réinventer puis qui existe déjà ailleurs où je ne suis pas utile? Donc, additionner toutes les ressources qu'on a pour faire des projets gagnants à l'échelle nationale pour servir toute l'industrie. On parle de coopération. De coopération, de de la compétition, mais il y a de la compétition, mais en coopération. Alors, moi, je pense que le CSMO, peut-être que je me trompe, mais j'identifie le CSMO comme cet endroit-là d'échange où on peut tous être puis tout mettre sur la table et dire comment on le fait, ce projet-là, quel rôle moi je vais jouer là-dedans, quelle est ma contribution. Parce que si demain, après-demain, la semaine prochaine, ça reste un panel comme ça où on a nommé qu'est-ce qu'on faisait de bien puis identifié un peu qu'est-ce qu'on faisait de moins bien, ça ne donne rien. Il faut vraiment qu'il y ait ce lieu-là d'échange pour qu'on fasse les projets ensemble. Quand j'ai été invité à l'inauguration de l'atelier L'Art, qui est le vrai nom, le nom que tu peux nommer. Centre de formation. Bon, OK. Je tripais au fond, j'ai dit, waouh, on a ça au Québec, super. Tantôt, j'ai dîné avec M. Marc, puis il m'a expliqué encore mieux la mission. Je suis un gars qui ne comprend pas vite, on va en reparler tantôt, je vais finir par comprendre, c'est pas ça qui est important, mais il y a une ouverture de l'art, d'accueillir des projets, des centres de formation professionnelle. Mais encore une fois, je me dis, comment ça se fait qu'au début de ce projet-là, on ne s'est pas retrouvé dans un milieu neutre comme au CSMO à réfléchir à ce projet-là, comment il aurait pu servir encore mieux toute l'industrie et comment le réseau de l'éducation aurait pu être mis à contribution là-dedans. Donc, chacun des projets, maintenant, moi, je voudrais qu'ils soient pensés comme ça, qu'on additionne nos forces plutôt que de les diviser. Puis je nommerai une dernière chose, après ça, je laisse aller, mais on est une industrie où on est une industrie, j'en fais pas partie, vous voyez que je ne parle pas beaucoup de mécanique, là, je ne connais pas ça, mais je sais une chose. Dans ce secteur-là, il y a des choses particulières, mais il y a des choses qui sont communes à bien d'autres secteurs. C'est le fameux virage technologique. On n'est pas exceptionnel là-dedans. Et je pense qu'il va falloir nous donner comme mission de travailler sur les compétences numériques des travailleurs pour qu'ils aient moins peur de travailler avec un ordinateur, en programmation, en codification. Donc, c'est certainement là un des premiers défis qu'on devrait se donner à tous, de travailler sur les compétences numériques des travailleurs pour prendre ce fameux virage 4.0-là. On a vu un matin comment ça se traduisait dans cette industrie-là, mais dans d'autres secteurs, ça se traduit autrement, mais c'est là quand même. Beaucoup d'autres secteurs industriels ou manufacturiers ont les mêmes problèmes de rareté et de changement technologique. Alors, il faut des stratégies concertées, oui. M. Goudreau, puis ensuite M. Royer. Au propos de M. Royer, tantôt, donc je t'ai pas besoin de parler, je vais parler pour toi. Dans notre secteur, nous, de l'après-marché, de l'IA Canada et tout ça, on a une division du Québec et on a un président. Parlez plus près du micro. Oh, je pensais, moi, je dois, non, c'est pas grave. On a une division et on a
une personne qui s'occupe d'un comité, qui est le comité de la relève. Et cette personne-là, c'est notre président cette année de la division du Québec, M. Patrick Saint-Pierre, est avec nous aujourd'hui. Je suis content qu'il soit là parce qu'il entend des belles choses. Et on a commencé à faire nos rencontres du comité dans les centres de formation professionnelle et surtout des dirigeants de l'industrie. Et ces gens-là ont été ébahis de voir qu'est-ce qui se faisait actuellement dans les centres de formation professionnelle. Et tout ça coule, c'est-à-dire que ça part de la tête et ça descend. Et ces gens-là sont capables de communiquer avec les directeurs de bannières et par la suite des directeurs de bannières avec les garagistes pour passer la nouvelle de dire qu'il se passe des choses extraordinaires. On a commencé à travailler avec les enseignants de ces centres-là. On a commencé à faire des foires aux stages, qu'on appelle, où on amène des ateliers. Et ça, là, c'est extraordinaire parce que les ateliers sont en mesure de discuter avec les enseignants. Il y a un échange qui se fait, là. Oui. Il y a une communion qui se fait et ça devrait aller en s'améliorant constamment. Et nous, on force très fort là-dessus. J'invite tout le monde. On est les premiers. J'espère qu'on va garder le lead là-dessus. Mais c'est quelque chose qui fonctionne et qu'on voudrait encourager. Puis aussi, au niveau de la technologie, rendre la technologie accessible aux enseignants. Les fabricants automobiles, il y a une grosse compétition entre eux autres. Donc, ils cachent un peu leur technologie. Mais il ne devrait pas être avare d'informations vis-à-vis les centres de formation professionnelle et pas avoir non plus de matériel à fournir parce que c'est le futur qui passe par là. Donc, pour ceux qui ont des contacts là-dedans, de favoriser ça, je pense que les centres de formation professionnelle en auraient besoin et tout le monde serait gagnant. Oui. Bien, on parle de rapprochement, j'en parlais tout à l'heure, puis là on parlait justement que le CSMO pourrait être un acteur parce qu'on voit aujourd'hui il y a quand même une bonne collaboration entre la formation et l'emploi, adéquation formation-emploi, ça pourrait être le fun. Mais je pense que ça doit être aussi d'une façon un petit peu plus micro, un peu plus dans les centres eux-mêmes, parce qu'il y a des réalités. Je regarde par exemple à Montréal, ils ont le 7e où ils se sont regroupés plusieurs centres de formation pour avoir, on pourrait dire, une force, pas d'attaque, mais une force de travail avec l'industrie. Puis je pense que ça a quand même une certaine notoriété. C'est reconnu sur l'île de Montréal. Puis je pense que les centres de formation eux-mêmes doivent s'approcher de l'industrie et dans les deux sens. Et bien, beaucoup plus là, pour les besoins particuliers de leur région. Oui. Parce que ce qui se passe au centre-ville Montréal versus ce qui se passe à Val-d'Or, c'est complètement différent. Oui. Donc, c'est des réalités différentes et c'est pour ça que les programmes d'études permettent justement cette flexibilité-là. Donc, Mais est-ce qu'on pourrait imaginer que sur une base régionale, par exemple ici à Drummondville ou à Sept-Îles ou à Rimouski, les centres de formation, en fait, le milieu de formation relevant du gouvernement, mais les autres acteurs de la formation rejoignent les concessionnaires, convainquent tous les concessionnaires de faire une alliance stratégique autour de la formation, mais sur une base régionale. Peut-être que ça se fait déjà de façon plus ou moins formelle d'une région à l'autre, mais est-ce qu'il y aurait moyen de rendre ça plus organique un petit peu? C'est peut-être plus difficile parce que dans certains cas, les centres de formation sont quand même assez éloignés un de l'autre. C'est sûr que sur l'île de Montréal, il y a une certaine proximité qui permet Mais il n'y en a pas dans chaque région? Dans chaque région administrative du Québec, il y a des centres de formation professionnelle? Oui, les centres de formation professionnelle. Si on prend mécanique automobile, bon, il y a environ une quarantaine de centres de services à travers la province. Mais pour d'autres programmes d'études, par exemple, les véhicules légers, les véhicules de loisirs et d'équipements légers, on parle de 12, 13 centres. Donc, c'est pas aussi... on ne couvre pas nécessairement l'ensemble de la province. Donc, c'est un peu différent. Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même un certain rapprochement qui se fait. Dans certains cas, il y a des initiatives qui se font, mais je pense que ce n'est pas suffisant. Je pense qu'on devrait en avoir encore une plus que ça. Reprendre des enseignants et les remettre en industrie. Oui. Parce que dans certains cas, il y a des... On pourrait dire, la distance se fait naturellement d'année en année. On pourrait dire les enseignants s'en vont comme ça, puis l'industrie s'en va comme ça. Donc, on a besoin d'un rapprochement entre les deux. Et ce rapprochement-là se passe c'est par des journées comme aujourd'hui, mais beaucoup plus d'une façon plus à petite échelle. Mais le rendez-vous, c'est la première fois et ça sera peut-être éventuellement annuel, mais il faut quelque chose de beaucoup plus constant que ça. Alors, qui doit prendre l'initiative? Est-ce que c'est le monde de l'éducation, c'est le monde de l'entreprise, c'est le monde des promoteurs collectifs comme le CSMO? Il y a une offre sur la table. Moi, je suis persuadé, puis on a des représentants ici. On a Wilson Almeida, entre autres, qui est une espèce de génie dans son domaine. Là. Puis il y en a d'autres formateurs de notre secteur à nous, qui sont des gens très, très spécialisés. Puis je suis persuadé qu'ils seraient heureux d'avoir l'opportunité
de donner un coup de main, justement, aux enseignants, partager leur savoir et leur connaissance des nouvelles technologies avec les enseignants. J'en suis persuadé. Donc, ce maillage-là entre les commissions scolaires, les centres de formation professionnelle et l'industrie, il y aurait beaucoup d'échanges. Puis, la même chose au niveau des concessionnaires, ils ont des gens exceptionnels qui pourraient, les instructeurs des manufacturiers pourraient partager un peu plus. Donc, déjà, à la base, on aurait une source d'information pour donner un coup de main aux enseignants qui sont obligés de faire des pieds et des mains pour se garder à jour, de fouiller, de faire beaucoup d'efforts personnels, si on veut, pour rester à jour. Donc, ça donnerait un coup de main. Puis, les ressources sont toutes ici, là, dans la salle aujourd'hui. Oui, donc des outils de communication et de coordination, au fond, à mettre en place, que ce soit un lieu, c'est pas un lieu physique dont on parle, mais d'une tête de réseau, au fond, sans créer de nouvelles structures trop lourdes, parce que je pense que vous êtes déjà dans plusieurs outils de concertation et de partenariat. L'idée, c'est pas de dédoubler ce qui se fait déjà, mais en même temps d'avoir, peut-être de donner, vous l'avez dit, le CSMO pourrait jouer ce rôle-là, d'être le point central de ce nœud d'information. Il le fait déjà en grande partie, mais ne serait-ce que pour répertorier ce qui se fait déjà de très bien dans le réseau. Vous avez parlé de votre projet de reconnaissance des acquis, M. Garguia. Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres entreprises au réseau qui auraient intérêt à procéder, à prendre votre modèle et à l'adapter éventuellement? Absolument. Puis c'est là où on parle de compétition. Je pense que les best, puis encore, je suis désolé, je suis plein d'anglicisme, mais les best practices, si sont applicables pour nous, sont applicables pour tout le monde. Ce qui est bon pour ce qui est bon pour maman est bon pour papa. L'idée là-dedans, c'est qu'on veut faire monter notre industrie. On n'a pas nécessairement toujours la meilleure réputation dans le milieu. Je pense aux vendeurs de chars, maudits, qui ont une mauvaise réputation. Mais certes que oui, il faut améliorer la qualité. Vous avez dit quelque chose, Mme Kenneth, tantôt, qui m'a frappé. Est-ce que ça a été réparé selon les normes et spécifications du constructeur? Ça, c'est la question que je me pose et que je mets au défi toujours tout le monde dans tout panel auquel je peux donner une conférence. Suivez les normes et procédures des constructeurs. Ouais. Protégez-vous, protégez les gens qui conduisent ces véhicules-là, parce qu'un jour, une bad luck peut arriver, mais on ne veut pas être là. Oui. Et j'ai l'impression, moi, avec tout l'électronique, en fait, tout le numérique, le 5G et tout, que ça va devenir tellement compliqué que les risques, les bénéfices vont être augmentés, mais les risques aussi seront augmentés. Et les risques d'imputabilité, c'est-à-dire de responsabilité professionnelle, je trouve que ça pose d'énormes défis éthiques, au fond. Les défis... pour l'industrie. Effectivement. J'avais une entrevue à donner la semaine dernière à une station de radio qui parlait du carambolage sur la 20 où il y a eu 250 véhicules, aucun mort. Non, il n'y a aucun mort. Les nouvelles technologies aident justement à la conduite et il va réduire le nombre de risques de décès. Mais malheureusement, si c'est mal, et M. Julien l'a bien expliqué tantôt, si c'est mal réparé, ben il ne réagira pas facilement. Il ne répondra pas comme il doit répondre. S'il est mal réparé puis il est remis sur la route, là, on a plusieurs bons danseurs avec des mauvais danseurs. Ouais. Et c'est là que les catastrophes, comme on a vu sur la 40 et sur la 20... Problème de sécurité publique, éventuellement. Exactement. Ouais. Et c'est là où on doit rimer tout ça en même temps. Ouais. Donc, c'est une question de responsabilité collective de l'industrie. Là. Absolument. Je pense que ça aussi, ça devrait être un argument convaincant pour aller chercher des joueurs qui sont peut-être encore un peu méfiants face à ce type de partenariat. Je ne sais pas, là, mais qu'est-ce que moi, vous je en retiens pensez? votre idée de table de concertation de la formation. Il y a souvent des tables de concertation de l'emploi, des rendez-vous emploi, mais une table de concertation de la formation, secteur automobile, avec tous les acteurs qui sont ici présents ou qui auraient dû être présents à cause de la tempête. Mais en même temps, cette table de concertation-là permettrait l'inventaire de tout ce qui se passe dans l'industrie en termes de formation et ça permet de cartographier quelles sont les portes d'entrée, quel est le meilleur choix pour le travailleur pour se qualifier. Est-ce que c'est de la formation continue, une formation de perfectionnement, un AEP, de la reconnaissance des acquis? Par où je passe? C'est ce que j'appelle Emploi Québec? Est-ce que j'appelle la commission scolaire? J'appelle-tu mon comité sectoriel, mon concessionnaire? Il y a tellement de portes d'entrée que même l'entreprise ne sait pas quelle est la meilleure option pour ses travailleurs. Où sont les subventions? Quelle est la meilleure subvention? Oui. C'est pas possible. Je pense donc, que ce serait important de mettre tout ça à plat. Là, oui, puis d'avoir un plan de communication. Toute l'information de base, qui fait quoi, à quelles conditions, dans quel objectif. Tout à fait. Quelles sont les subventions? Puis de donner cette information-là à l'industrie
pour dire, bon, vous avez besoin, voici votre besoin, c'est ça, bien, voici votre porte d'entrée, votre besoin, c'est ça, la porte d'entrée, c'est ça. La reconnaissance des acquis, là, c'est vraiment un beau projet. Puis c'est financé par le ministère de l'Éducation. Mais c'est une mesure qui est individuelle. Donc, si un travailleur qui n'a pas son DEP veut avoir son DEP, il peut cogner à la commission scolaire. Mais ce qui est encore mieux, c'est quand l'employeur ou le représentant de plusieurs employeurs cogne à la commission scolaire pour dire Oui. moi, Ou là, le président du syndicat local. j'ai 50 travailleurs là, qui ne sont pas qualifiés, puis je voudrais rehausser leurs compétences, obtenir un DEP. Comment on peut s'arranger? Et là, on peut faire des miracles, pas à l'école, en entreprise. On peut centraliser les processus à un endroit, éviter les déplacements des travailleurs, parce que c'est pas vrai qu'à 5 ans, quand il finit de travailler, il faut qu'il aille chercher 2 enfants à la garderie ou à l'école, il faut qu'il passe par la commission scolaire, déposer des documents, puis faire une entrevue. On n'est plus là. Mais pour faire ça, il faut que l'entreprise cogne à la commission scolaire. Voilà. D'autres points, donc je pense que vous vous entendez là-dessus, c'est important, que ce soit une table officielle de concertation ou un réseau, peu importe la forme que ça prend, il y a des objectifs clairs de partager ce qui se fait, de s'entendre aussi sur les moyens d'améliorer à la fois les contenus, mais les approches pédagogiques. Je pense que là aussi, il y a des expériences absolument intéressantes dont on peut s'inspirer. Et pour aller plus loin, je pense que l'autre niveau, est-ce qu'il n'y a pas un autre niveau qui est de valoriser une culture de la formation continue dans toutes les entreprises? Parce qu'on entendait ce matin, certains travailleurs individuellement sont intéressés à le faire et d'autres non. Il y a des employeurs qui disent oui, mais dans les faits, qui n'en font pas beaucoup. Alors, c'est très inégal le niveau de sensibilité à la formation continue. Alors, comment faire comme industrie pour rehausser ce sentiment que c'est important de continuer de développer sa main-d'œuvre tout le temps? Tout à fait. Quand il y a un certain un profil ou une marche à suivre, si je peux dire, bon, sans que ce soit trop contraignant, parfois ça crée une motivation aussi, dans le sens qu'on sait par où passer pour arriver à tel résultat. Alors, à ce moment-là, les gens sont plus mobilisés et ça fait en sorte que, comme Marjorie mentionnait, ils savent où aller chercher l'information et puis il y a une motivation à poursuivre puis arriver à un résultat. Et en même temps, c'est que devant la pénurie ou la rareté de main-d'œuvre plutôt actuellement, c'est que souvent, on va dire, on a tellement besoin, les employeurs de tout ordre ont tellement besoin de relève qu'ils vont dire, laisse faire si tu n'as pas ta formation ou bien tu n'as pas besoin de retourner, tu es dans ton stage, retourne pas au centre, je vais m'occuper, là, je suis capable de te former. Mais à court terme, peut-être que ça dépanne, mais à long terme, et je me dis, en cartographiant justement notre profil de formation, puis si la personne sait qu'après ça, elle a accès à un processus de formation continue, ou peu importe, ou un mentor qui l'accompagne, à ce moment-là, c'est une motivation de plus pour savoir par quel chemin passer. Oui. Est-ce que l'objectif de la qualification peut être un atout? C'est-à-dire auprès de la main-d'œuvre en général. Là, le fait de dire, embarquer dans de la formation continue, vous allez obtenir une reconnaissance des acquis ou d'autres formes, une qualification. Est-ce que si ça n'améliore pas leurs conditions de travail ou leur valorisation sociale, est-ce que ça va avoir un impact? Absolument. Il faut être capable de qualifier tous ces travailleurs-là, puis il faut que ces travailleurs-là puissent être mobiles. Et quand je parle de mobilité, c'est pas juste au Québec. Ça peut être un Québécois qui s'en vont travailler dans l'Ouest canadien ou un gars de l'Ouest canadien qui s'en vient travailler au Québec. Ça suppose que la qualification québécoise soit reconnue par la Colombie-Britannique. Absolument. L'idéologie d'une qualification, pour moi, c'est que le travailleur va être reconnu partout. Partout, oui. Et que ce soit au Québec ou que ce soit... Je ne sais pas. Il faut qu'il y ait une qualification complète. Mais pour le travailleur lui-même, qu'est-ce que ça va changer? Si le fait d'avoir une qualification ou pas, d'avoir un diplôme, un DEP ou pas, ne change rien à ses conditions de travail. Au contraire, ce qu'on a réussi à faire avec la RAC, quand je vous parle de reconnaissance et de valorisation de l'employé, je l'ai fait d'un côté très business au début, mais ça m'a touché droit au cœur. Ce que j'ai vu de ces hommes-là et de ces femmes-là qui ont réussi et qui ont eu leur diplôme qu'ils ne pensaient jamais avoir, je suis flabbergasté. Si on passe 300 travailleurs d'ici la fin de 2020, 300 travailleurs, 300 hommes, 300 femmes, 300 enfants, 300 étudiants, 300
on va avoir atteint notre objectif, mais on va l'avoir dépassé. Oui. Donc, même Ça, sans c'est grâce à tout le augmenter monde les ici. salaires, vous augmentez le sentiment d'appartenance et la rétention. Je ne suis pas sûr que c'est juste le salaire. Bien, c'est ce que vous dites, là. C'est pas juste le salaire. C'est pas Mais juste le salaire, c'est la j'essaie de voir reconnaissance, si- c'est la valorisation de ton employé. Oui. Comment tu le traites? Si tu me traites comme de la merde, je vais te répondre comme de la merde. Si tu Mm. me traites comme il faut, je vais te traiter comme il faut. Ce qu'on fait comme entrepreneur, ce qu'on fait comme pour notre organisation et ce qu'on prend comme vision, mission et valeur va refléter nos employés, va refléter nos équipes. Mais c'est ça qu'il faut faire. C'est pas juste de l'argent. Pour, Oui, Monsieur pour enchérir là-dessus, en fait, c'est tout à l'heure, la question, c'est comment faire pour valoriser, promouvoir la formation continue. En fait, Alors, j'essaie de voir le rôle du gouvernement. Ouais. Si le gouvernement, par exemple, réglementait en disant, pour travailler dans l'industrie, maintenant, il faudra avoir des diplômes ou d'autres sortes de qualifications. ouais, c'est Est-ce ça. que ça tirerait vers le haut les compétences de la main-d'œuvre? Probablement, mais moi, c'est pas là que j'allais. J'allais dire, en fait, que c'est rendu très précieux d'avoir 5, 6, 10 apprenants dans une classe pour leur donner une formation sur mesure de 3, 4, 5 heures, 6 heures. Alors, c'est une responsabilité partagée. Nous, les services aux entreprises, les centres de formation professionnelle, il faut s'assurer de donner un bon show. Il faut s'assurer de répondre à un besoin réel et il faut que ce soit intéressant et plaisant de suivre une formation. Et il faut que l'employeur ait aussi cette idée-là. Le gars, la fille qui travaille 40 heures par semaine à faire de la carrosserie, de la mécanique, je ne peux pas croire que si la formation est pertinente, est bien animée, est dans un contexte favorable, que ce n'est pas agréable d'aller passer une demi-journée en spécialisation, en développement de compétences. Quand c'est bien fait, c'est plaisant. Donc, c'est la responsabilité et de l'employeur de créer les conditions favorables. Et nous, les centres de formation, ou même les formateurs privés, n'importe qui, de créer, d'être sûr d'être sur la coche, comme on dit, puis d'avoir le bon intervenant signifiant dans la salle. Ouais. Ça, ce temps-là est précieux, puis il ne faut pas le gaspiller, parce que quand on se brûle une fois, ça te fait toute une publicité et c'est très dur à récupérer par la suite. Voilà. Qui veut, M. Goudreau? Vous vouliez enchaîner? Oui, écoutez, pendant que les intervenants sont là, ce serait bien qu'on ait une qualification provinciale. Je le répète, il y a quelqu'un qui l'a sorti tantôt, là. Puis peut-être même un jour avoir un métier, qualification obligatoire. Écoutez, si on a un plombier, qui est un métier à qualification obligatoire, qui, à mon avis, est moins dangereux pour la vie humaine qu'un technicien automobile qui fait des interventions sur des véhicules hautement sophistiqués, qui a la vie des gens entre les mains, je pense qu'il faudrait réfléchir à ça. Comment on peut arriver à une reconnaissance de ces gens-là? Parce que quand on voit des gens qui refusent la qualification parce que de toute façon, ça ne change rien à son salaire, c'est démoralisant, là. C'est démotivant et démoralisant, puis on l'entend. Moi, je gagne le même salaire que toi, puis j'ai aucune carte ou j'ai rien qui prouve ma compétence. Mettons, dans une conversation, ça n'améliore pas notre image tellement, ça. Donc, puis pour rassurer les gens acceptent de payer lorsqu'ils sont persuadés que la personne qui travaille que le plombier, l'électricien, le mécanicien ou le médecin ou l'avocat a une compétence reconnue. Et du fait que c'est pas le cas ici au Québec, c'est comme n'importe qui et n'importe quoi, ça nous aide pas. Et on ne peut pas déduire nos outils parce qu'on n'est pas reconnu, on n'existe pas. Ça coûte très cher, hein? Ça peut on coûter ne peut pas déduire nos outils. 10 000 à l'entrée. On ne peut pas aller travailler ailleurs au Canada parce que, encore là, nos métiers ne sont pas reconnus ailleurs au Canada et vice-versa. Donc, ce serait bien qu'on s'arrête là-dessus et qu'on travaille pour faire avancer ce dossier-là. Oui, parfait. Écoutez, alors, ce serait intéressant de vous entendre à ce moment-ci. Hein? D'avoir vos commentaires. Il y a des concessionnaires là, qu'on n'a pas entendu beaucoup, là. J'y reviens, là. Il y a l'abonné, monsieur, mais il y a des gens qu'on n'a pas entendus, qu'on aurait intérêt à entendre là, à ce moment-ci, là. Entrer dans le débat, là. On est entre nous, là. C'est le temps de parler, là. Allez-y. Me revoilà, j'avais assez hâte. Ma première intervention, je pense qu'elle a été mal comprise. Le monsieur des concessionnaires dit des reproches aux concessionnaires. C'était une main tendue de vous rapprocher des centres de formation professionnelle. À titre d'exemple, j'ai besoin d'airbags pour mon cours d'airbag pour les déployer. Fait que si vous avez de l'over, on prend tout. Donc, c'était pas une pointe envers les concessionnaires, pas du tout. C'était une main tendue pour dire rapprochez-vous de nous autres. Si vous voulez avoir de l'information, on est là. On a besoin de travailler conjointement, tout le monde ensemble, ici Absolument. autour de la table, puis on est là pour le faire. Moi, je suis vice-président du CITEM, c'est le Comité éducation-travail Montréal métropolitain, et tous les intervenants du monde automobile sont assis alentour de la table.
la grande région de Montréal. La Corporation des concessionnaires est là, l'AIA est là. Je pointe Patrick, parce que Patrick, un jour, a dit « As-tu un centre de formation professionnelle qui est intéressé à nous recevoir pour la foire au stage, comme Roger parlait tantôt? » Puis j'ai été le premier à lever ma main, venez-vous-en. Je suis tout le temps le fatigant qui veut avoir l'industrie dans son centre de formation professionnelle. C'est important qu'on travaille ensemble. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Puis j'avais hâte de me lever pour dire une chose. À la fin des années 80, en 88-89, on a enlevé les professionnels longs, professionnels courts pour le jeune qui manquait son cours secondaire et qui s'en allait en mécanique auto. Ça fait 20 ans que le CETEM travaille à la valorisation du DEP. Valorisation du DEP, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va voir les employeurs puis on explique c'est quoi un DEP. Parce que souvent, le jeune arrive avec un AEP, une attestation. Puis s'il est marqué compétence 2000 puis attestation, le boss est sûr que son DEP au complet. Manque d'information. Fait qu'on travaille à informer le domaine de l'automobile, de ce qui se passe. Imaginez un petit pit là, de 17-18 ans qui arrive puis qui regarde ce qu'on vient de présenter, là. Le portrait, puis les organismes. Ça fait 20 ans que je suis dans l'enseignement, puis je ne me démêle même pas encore. Fait qu'on a du travail à faire à ce côté-là. On a, au Québec, on a instauré des centres de formation professionnelle, puis on a fait la valorisation des DEP. Je pense qu'un petit pit qui veut rentrer dans le domaine de l'automobile, ça serait simple, il vient dans un centre de formation professionnelle, puis il vient chercher une qualification de base. La RAC, c'est excellent. Je trouve ça merveilleux ce que vous avez fait, mais il faut quand même réaliser que c'est un plaster sur le problème parce qu'on a laissé rentrer quelqu'un dans le métier qui n'était pas qualifié. Et là, avec les années, bon, il a pris d'expérience, tout ça, mais il a été apprenti pendant combien d'années, puis il a travaillé à un salaire inférieur pendant combien d'années parce qu'il n'y avait pas de formation de base. La journée où on va fermer le robinet, là, puis qu'on va rentrer du monde qui a une formation de base, on n'aura plus besoin de faire de RAC éventuellement parce que ces gens-là vont accéder, vont devenir compagnons rapidement et vont accéder aussi à ces technologies-là qu'on se demande comment faire. Comment faire pour montrer à ces gens-là, bien moi, je ne donne pas des petites formations grandes comme ça pour donner du poisson, je donne des formations grandes comme ça pour y montrer à pêcher. Comme ça, ces connaissances de base-là. Madame, ça fait assez longtemps, donnez-moi 2 minutes encore. Mais là, s'il vous plaît. Okay? Depuis ce matin, vous en avez eu pas mal. Là. Oui. Alors, je vais je vous en remercie là-dessus. Parce que j'aimerais vraiment qu'on entende d'autres personnes qu'on n'a pas entendues. Mais la dernière petite chose que je voulais dire, c'est que les mentors en industrie, on donne une formation de combien de temps pour un mentor en industrie? Superviseur de stage? Oui. En ligne, 20 heures. 20 heures. Ça va Tout commencer dépendant bientôt. des capacités technologiques, ça peut être un petit peu moins ou un petit peu plus, mais c'est en ligne. N'oubliez pas que depuis le DEP, on a demandé des certificats universitaires aux enseignants, puis on demande des baccalauréats aux enseignants. Puis là, avec une formation de 20 heures, ce gars-là va aller faire le même job qu'un enseignant. Non, c'est pas la même job. Je t'apprête monter un stage accru dans mon centre avec des garages qui veulent embarquer. J'y crois. C'est pour ça que je suis dans le projet. Il faut juste faire attention, par exemple, cette formation-là, en Europe, elle dure combien de temps? Je pense que c'est 4 ans, un DEP. Ici, on essaye de faire ça dans 18 mois. Ouais. Puis après ça, on se demande, quand on va aux Olympiades, notre élève, nous autres, à Compétence 2000, il s'en va aux mondiaux en Russie. Là. On est très, très fiers de ça. Mais il a été faire la compétition, il a été invité en France, puis il s'est fait planter solide. Pourquoi? Ils ont 4 ans là-bas de DEP, puis ici, on en a seulement 2 ans. Merci. Alors, merci. On comprend que pour vous et pour plusieurs d'entre vous, le DEP devrait être la filière, au fond, d'entrée dans ces métiers-là. Malheureusement, d'après ce que j'ai lu, 70% des nouveaux employés de la mécanique, en tout cas en mécanique, n'ont pas de DEP. Donc, on est loin de la réalité, on est loin de l'idéal. Tu sais? Hein? Bon. Monsieur, s'il vous plaît, puis ensuite vous, Monsieur Caron. Monsieur? Moi, je serai bref, mais il demeure qu'on a un problème beaucoup plus fondamental, c'est que les jeunes ne sont plus valorisés à exercer des professions qui demandent, on les pousse vers l'université, les enseignants, la société. Si je fais le tour ici, là, il y a des enseignants en AFP. Je suis de l'AFP, mes enfants n'ont pas été en AFP. On ne peut pas changer les aspirations des jeunes. Puis des pêcheurs, il y en a plus gros maintenant, c'est de valeur, là, il n'y a plus de poissons. À partir de là, quand il y en avait du poisson, on avait beaucoup de pêcheurs, on avait beaucoup de bateaux, ça allait bien, mais nos CFP se vident. Les industries sont même plus capables de recruter suffisamment de monde, diplômé ou pas. À partir de là, il faut se questionner si on ne doit pas avoir un genre de réflexe d'affaires
en tant qu'entrepreneur, en tant que maison d'établissement, s'il y a quelqu'un qui va chez vous, vous en avez besoin, vous devez engager quelqu'un, il n'y a pas possibilité de l'amener pour différentes raisons à prendre 200 de sa vie pour se donner un avenir plus solide, bien, cette personne-là, appelez les centres de formation professionnelle, les services aux entreprises. On va l'accompagner. On va trouver une nouvelle manière de le diplômer en entreprise. Puis la reconnaissance des acquis n'est pas simplement « je signe un diplôme en bas ». C'est que vous avez des gens qui ont peut-être 15 ans d'expérience, mais leur bilan de compétences par rapport actuellement où c'est rendu nos référentiels de programme d'études, si la personne a fait beaucoup de mêmes tâches simultanément, elle a perdu certaines habiletés, certaines confiances. Je pense qu'il faut avoir le réflexe d'affaires. Vous embauchez quelqu'un, il n'est pas diplômé, allez chercher de l'aide en quelque part pour que les gens viennent vous accompagner, puis le gouvernement paie pour ça. Tout ce que je demande, moi, comme maison d'enseignement, c'est d'avoir peut-être 15 entreprises d'une région qui ont embauché ces gens-là pour qu'on puisse mettre un spécialiste, un bon formateur, un bon enseignant qui va aller dans vos entreprises, puis qui va trouver des moyens de les qualifier, puis d'aider à la progression des compétences. Ça fait que moi, je pense là, qu'il y a une situation qui ne revirera pas tout de suite, puis même si on demandait qu'ils fassent tout de l'AFP, bien, les jeunes ils ont leurs aspirations, puis c'est long à changer ces choses-là. Je ne pense pas que l'AFP redevienne une voie d'avenir comme ça l'a déjà été il y a 30 ans, parce que la société a changé. On parle du numérique, bien le numérique, c'est plus tellement je vais gagner 100 000 $ en étant plombier. La génération est différente. Ça fait que je vous demande d'avoir un réflexe d'affaires. Appelez les gens qui peuvent avoir des subventions, qui peuvent vous aider à qualifier, puis ça va faire partir la roue. Parce que nous autres, si on a un élève, on a un financement, pas d'élève, on n'a pas de financement, on n'a plus de prof. C'est simple. Vous engagez quelqu'un, vous en avez besoin, il n'est pas qualifié, appelez. On va trouver une solution, Emploi Québec est là. Il y a des M-Fort, il y a tout ça. J'ai envie de ça relancer part la question. Du besoin de vous avez une l'entrepreneur et de l'individu. entreprise, une entreprise qui a des besoins de faire progresser. Pourquoi ferait-elle appel à un CFP alors qu'il y a peut-être des ressources externes, des entreprises privées qui vont lui offrir des formations sur mesure, clés en main pour ses employés après un diagnostic de l'entreprise? C'est parce que comme ça, parce qu'il y en a parmi les acteurs, il y a ça aussi. Je comprends, mais le système scolaire est financé. Ce service-là, la reconnaissance des acquis, est financé par le gouvernement. Ça ne coûte rien à l'entreprise. La formation subséquente à ça est financée aussi. Par contre, on a besoin d'une certaine masse critique. Ça prend au moins 5 personnes qui vont être réparties. Si on a 5 personnes, on va mettre 2 jours d'enseignants par semaine. On en a 10, on va en mettre 4. On en a 15, il va être à l'année longue. Il faut que nous, on se déplace pour rejoindre les clientèles qui ne viennent plus nous voir. Mais vous avez ces clientèles-là en main. Ça fait que si vous faites appel à ça, le financement va être possible, puis on va vous les qualifier. C'est mon message. Donc, l'intérêt supplémentaire, c'est que chez vous, le financement vient aussi des fonds publics. Si vous voulez une formation de 2 jours très spécifique, faites affaire au service aux entreprises, vous faites un chèque, vous allez voir le privé, ça va être parfait, ça va être rapide, c'est ça. Mais quand vous engagez quelqu'un qui a certaines habiletés manuelles, mais qui ne connaît pas l'ensemble du métier, bien, allez chercher ses compétences, faire des tâches à valeur ajoutée. Parfait. Merci. Merci, monsieur. Monsieur Caron. Félicitations aux panélistes. Merci beaucoup pour vos interventions. Quelques petits points, peut-être 2 négatifs. Je vais commencer par le positif. Okay? Monsieur Thibault, vous disiez qu'il y avait peut-être des choses qui sont déjà faites ailleurs, puis il faut les connaître. Il y en a que, proche de moi, là, sont des mécaniciens classés A maintenant, puis ils n'ont jamais eu de DEP. Il y avait le vouloir et il y avait la formation par le CPA à Québec. Ils sont probablement même meilleurs que moi, plus connaissants, en tout cas plus compétents. C'est des alternatives qui peuvent exister, mais ça prend du vouloir. Ça, c'est une petite partie. M. Goudreau, tantôt, c'était excellent. Il faut faire attention si on fait des changements au niveau des emplois. Le métier de mécanicien, là, c'est un métier de mécanicien. Il ne faut pas commencer à le décortiquer non plus. Parce qu'après ça, on va entendre les employeurs dire « Ben oui, lui, il ne fait plus d'électricité, on doit le payer moins. » Il y a des décrets de l'automobile, il y a des conventions collectives. Ceux qui n'en ont pas, là, qui aient n'importe quelle qualification, ils peuvent être sous-payés, c'est ce qui se produit. Fait que ça, c'est les petits bémols un peu qu'il faut quand même faire attention parce qu'on est au Québec, c'est là. Mais comment reconnaître qu'il y aura peut-être de nouveaux métiers à l'intérieur des métiers d'automobile? Qu'il y a peut-être des mécaniciens qui vont se spécialiser dans l'électronique ou dans
dans l'informatique sans que ça donne une déqualification des autres? C'est justement là, il ne faut pas déqualifier les autres et c'est pas parce qu'on se spécialise que le métier de mécanicien. Un classé en mécanique, même s'il ne fait pas l'électricité, il y a quand même d'autres compétences. C'est sûr qu'il va y avoir des grandes discussions là-dessus si on vient à vouloir scinder les métiers, là, ça c'est certain, mais il faut prendre ça en préoccupation. Que les gens évoluent, que les gens se spécialisent, entièrement d'accord, mais ça fait partie des métiers de mécanicien, autant de bosseleurs aussi. Là. C'est juste qu'il ne faut pas commencer Mais à scinder les il ne métiers. faudra pas que les échelles salariales, à un moment donné, soient modifiées en conséquence. Ça, c'est pas à moi, il faut que vous m'en parliez. Là, parce que tant que les employeurs vont penser que c'est une dépense, la formation, comme la prévention, là, on n'avancera pas. C'est de changer la mentalité qu'une formation avec un plan à long terme, là, c'est là que ça va être rentable. Mais souvent, on voit ça, ils n'en ont pas de plan à long terme. Non, parce qu'on est toujours, tout le monde le dit, on est toujours le nez devant l'urgence là, du fonctionnement. Comment un petit commentaire un peu négatif. Un petit commentaire, allez-y. Non, c'était ceux-là, c'est tout. C'était assez négatif. Donc. Merci, M. Caron. Est-ce que quelqu'un aimerait répondre à ces derniers commentaires? Merci, Dany. Oui? Tu n'as rien dit contre ton autre coprésident. Merci, Dany. Merci. Oui. Moi, excusez-moi, oui, je me permettrais peut-être de répondre, effectivement, dans le sens que, effectivement, l'importance d'avoir la formation de base. Que le mécanicien ait une formation de base, puis après ça, il y a de la place à la formation continue, puis qu'elle soit encouragée aussi. Parfait, merci. Monsieur, on vous écoute? Oui, moi, pardon, mon nom est Marco Labrie, je suis directeur du comité paritaire de l'automobile dans les cantons de l'Est. Félicitations pour le panel, c'était extrêmement intéressant, tant cet avant-midi que cet après-midi. Je voudrais être sûr qu'on revienne sur une idée qui a été émise tout à l'heure et que je trouvais particulièrement intéressante, parce qu'on serait dans le concret. Je pense que ce serait important que le CSMO, à court terme, si possible, réunisse l'ensemble des acteurs qui actuellement travaillent à la formation de la main-d'œuvre. Parce qu'effectivement, en ce moment, on se creuse tous et chacun de notre côté, la tête à savoir, bon, quelle formation je vais mettre à jour pour arriver à suivre vraiment l'évolution technologique. Mais on le fait en vase clos, alors qu'on gagnerait tout ensemble, bannières, CPA, formateurs privés, à unir nos forces pour arriver à développer des choses qui soient à date et accessibles à l'ensemble de l'industrie. Et mieux harmoniser sur le territoire. Mieux harmoniser et utiliser nos ressources à bon escient parce qu'on les mettrait tous ensemble. On va tous sauver de l'argent. Ça va exactement. Il y aura une économie tellement d'échelle à faire. Efficace au niveau des coûts d'exploitation puis de distribution de la formation. Puis on va tellement toucher plus de monde rapidement. Absolument. Puis on va avoir du fun. On a déjà du fun. C'est plus le fun de travailler. On a déjà du fun. Faut se le dire. Il faut quand même dépasser des réflexes de compétition, là. Hein? Je vous le dis. Ça je voudrais juste aussi ajouter une chose. C'est qu'on a parlé beaucoup de relève, de la formation des gens, des jeunes qui sont en entreprise. On dit que c'est... Chez nous, il y a 25 % dans les cantons de l'Est là, qui ont un DEP. C'est un chiffre qui est déjà critique, mais on a aussi regardé pour 2018 combien de compagnons qualifiés allaient partir à la retraite au cours des 10 prochaines années. Et sur le territoire, c'est 30 %. Donc, faites l'adéquation entre la main-d'œuvre qui rentre sans DEP, donc formation de base, et celle qui va partir. On peut penser à la relève, mais là, il faut qu'on se mette ensemble pour réussir à vraiment donner les compétences à ceux qui sont là. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Vraiment, c'est un complément très intéressant. Il reste quelques minutes encore avant de passer à la conclusion. Je vous en prie, allez-y. Allez-y. Plus on a de point de vue... Madame Véronneau, on vous écoute. Oui. J'ai juste une petite question par rapport au fait de travailler ensemble. Parce que moi, en tant qu'employeur, je regarde la reconnaissance des acquis et je me rends compte que mes employés vont suivre les examens, comme Audrey est superviseur d'examen. Examinatrice pour la peinture hydrosoluble. Donc, la reconnaissance des acquis et puis l'examen qui est passé au CPA, il n'y a pas moyen de jumeler ça quelque part pour que ça devienne un ensemble? Question, je ne sais pas. Question. Je ne sais pas, André, si tu veux répondre, mais c'est deux systèmes complètement différents. La reconnaissance des acquis, ce n'est pas en fonction d'un métier. Je parle de la reconnaissance des acquis et des compétences, la mesure ministérielle, c'est toujours au regard d'un programme d'études.
Donc, on veut donner le diplôme à quelqu'un qui reconnaît, qui est en mesure de démontrer ses connaissances et ses compétences en fonction de ce programme d'études-là. Tandis que le système qui est en parallèle, c'est pas un programme d'études, c'est un système de reconnaissance de l'industrie. Là. Je ne sais pas, André, si tu veux. C'est une autre qualification. En fait, c'est ça, c'est des programmes qualification. d'études visent l'apprentissage d'une profession, non pas d'une qualification professionnelle. Quand on parle de carte de compétences, par exemple, pour le comité paritaire, c'est une qualification professionnelle. D'accord? Donc, il y a plusieurs exemples comme ça. C'est pour ça que c'est pas... oui, il y aurait peut-être un lien entre les deux si, par exemple, les comités paritaires reconnaissaient le DEP comme étant une certaine carte de compétences, ce qu'ils le font déjà, entre autres, je crois, là. Deuxième année, c'est ça. Donc, ça, c'est déjà comme reconnu, mais il n'y aura pas d'autres reconnaissances. Ça répond à la question, Mme Bironneau? C'est un ajustement. Mais je comprends l'idée. Si on peut essayer d'éviter des doublements potentiels en regroupant des modes de qualification. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, ça nous fait beaucoup de coûts associés à la formation. Quand tu parles de 10 à 12 de ta masse salariale en formation, parce que Valérie est dans un processus de certification de constructeur automobile, dans certains cas, le constructeur va te demander c'est 3 semaines, 2 employés en Caroline du Sud. Et tu t'envoies ton employé 3 semaines. Dans 2 employés, 3 semaines, c'est son 40 heures, c'est l'hôtel, c'est l'avion, c'est l'hébergement, c'est la bouffe. Ça commence à être des sommes astronomiques pour un entrepreneur au niveau des coûts associés. Si l'industrie est d'accord avec une classification, peu importe. Puis je veux pas, sérieusement, quand je vous dis ça, je veux pas briser des leurs, mais je veux qu'on soit capable de reconnaître tout ce que tout le monde fait, puis de faire un pas de commun, puis réduire le coût associé à l'entrepreneur. Oui, le coût est un investissement aussi. Vous êtes le premier à le reconnaître. Oui, on est tous prêts à investir dans la formation, puis c'est beau, c'est noble, on va le faire, on va continuer à le faire. Mais à un moment donné, on a une limite à payer aussi, puis la limite, elle commence à être là. On est sollicité, que ce soit des formateurs privés, que ce soit des formateurs publics. Oui, il y a des exceptions à la commission scolaire parce qu'il n'a pas fini son secondaire 3 en français. Mais c'est la réalité, c'est mes employés. Je fais quoi avec? Je vais l'empêcher d'aller chercher une reconnaissance des acquis? Non, je ne peux pas. Je vais y trouver une solution autre pour qu'il arrive à son but, qui est d'avoir son diplôme. Mais c'est malheureux, mais c'est notre réalité. Puis il faut les encadrer et les encourager du mieux qu'on peut. Merci. Monsieur, s'il vous plaît. Bonjour. André Giguère, toujours mécanicien. Je représente la firme CSN. Je fais partie du CPA de l'Estrie, d'autoprévention, du CPCPA, CSMO, etc. Écoutez, vous allez reconnaître le syndicaliste en moi. L'argent. Quelqu'un un jeune qui regarde un décret, il regarde et il dit « Je suis mieux d'être chez McDonald's, c'est plus payé. » Écoutez, quand vous avez un compagnon A, que c'est écrit, tu vas gagner 18 $ de l'heure. Quand tu vas avoir ta carte de compagnon A, on sait que ce n'est pas ça qui paye. Mais le jeune qui est intéressé par l'automobile, lui, il regarde les documents officiels puis c'est ce qu'il voit. Puis, il ne faut pas oublier une chose. Dans notre métier, moi, je travaille chez un concessionnaire, donc on est payé, on est punché au centième d'heure. Pas à la minute, au centième d'heure. Vous me parlez de mentorat. C'est beau le mentorat, mais n'oubliez pas qu'on est punché au centième d'heure. Le monde, ils ne veulent pas perdre le temps acquis qu'ils ont fait, que c'est un gars qui est reconnu pour être un gars rapide. Tu veux aider ton compagnon de travail, mais ce n'est pas ce qui se passe en réalité. Et en plus, vous ajoutez qu'une certaine partie des employeurs payent à bonus. Donc, parce que tantôt, on riait de quelqu'un qui fait des freins, mais j'ai connu des concessions, moi, que les 2 plus payés, les gars ne faisaient que de la suspension et des freins, parce qu'ils sont à bonus. Puis ces gars-là étaient reconnus que si tu veux un conseil, demande à quelqu'un, parle au mur, tu vas avoir plus vite ton conseil que cette personne-là. Il n'est pas intéressé, il fait son argent au bonus. Donc, le mentorat, je suis d'accord avec ça, mais il va falloir changer des mentalités à quelque part. Changer l'organisation du travail. L'organisation du travail, etc. Mon propre employeur voulait avoir, comme Mme Lacouette,
études-travail, excusez-moi. Mais il s'est aperçu rapidement que oui, il lève la main, genre, je vais en prendre, sauf que où tu vas les mettre? Notre garage, on a 25 B, puis on a 27 mécaniciens. Tu peux pas, puis en plus que tu vas demander à du monde que le temps que ça te prend, c'est comme ça que tu es reconnu vis-à-vis de ton employeur. Hein? Tu vas vite, tu fais un bon travail, ou tu fais un bon travail, mais tu es très lent. C'est comme ça qu'ils nous catégorisent. Il ne faut pas oublier qu'on est, en général, une grosse place, on est catégorisé. Donc, l'employé, à moins d'être... je ne sais pas comment dire, mais il n'est pas intéressé à montrer à quelqu'un... Vous, dans votre milieu de travail, là, même vous, là, un mécanicien qui a déjà comme 25-30 ans d'expérience, n'est pas intéressé personnellement à transmettre son expérience? Jouer ce rôle-là de mentor? Oui. Mais moi, oui. Parce mais qu'il pourrait y avoir une satisfaction personnelle. Parce que veux pas, tu t'occupes de quelqu'un, tu vas prendre plus de temps, à moins que ton employeur te dise « C'est pas grave, André, fais ce qu'il faut que tu transfères tes connaissances à l'autre à côté. » Mais si tu es payé à bonus ou que ton employeur il dit « Moi, je charge 120 de l'heure ici à l'entrée, je ne suis pas intéressé à ce que tu perdes ton temps. Oui. » Il y a cette réalité-là aussi, il faut tenir. Nos employeurs, ils veulent bien sûr que l'entreprise survive. Il faut donc plus de cohérence des employeurs qui veulent accepter des formules comme celle-là. Je crois qu'il y a de plus en plus de l'intérêt de certains... C'est pas parfait, André. Là, on en parle, toi puis moi, souvent. Puis oui, il y a une amélioration. Il y a des success stories. Puis c'est ceux-là qu'il faut qu'on montre. Il y a toujours des gens qui sont réfractaires au changement, puis ça va toujours être comme ça. On peut-tu essayer de travailler avec la majorité qui veulent avancer? Puis ceux qui ne voudront pas avancer, ils prendront le temps, puis ils se planteront le nez. Ça va leur nuire à moyen terme, peut-être. Tu sais, je regarde avec, si tu permets, je vais prendre l'exemple qu'on a fait à Québec avec la famille Lallier. Non, tu veux pas? Ah, OK. Tu sais, il y a un concessionnaire qui a dit oui, je vais en prendre un en alternance travail-études, puis on va travailler avec. Puis le syndicat dit oui, on a ouvert la convention collective, on l'a allégée. Tu sais, il faut qu'on regarde ça. Oui, ils sont pas tous fins, là, je le sais, là. Mais il y en a qui sont fins et qui veulent aller de l'avant, mais il faut qu'on focus avec ces gars-là et qu'on soit capable d'aller de l'avant. Puis il y a un intérêt dans l'industrie. Mais c'est pas parfait, tu as raison. Il ne faut pas oublier, par exemple, que même les employeurs devraient... si vous avez une conversation avec votre député, il faut leur en parler de ça, que le décret des conventions collectives, les salaires sont ridicules. Puis nous autres, en Estrie, fait près de 2 ans qu'on attend, il y a eu un changement de gouvernement. Fait que là, on se fait appeler au comité paritaire puis se fait dire, ben voyons donc, comment ça que c'est pas augmenté? Ils n'appellent pas le député ou le ministre, ils appellent les comités paritaires pour se plaindre qu'il n'y a pas... Eux autres, ils attendent après les augmentations parce que c'est pas sorti, ça n'a pas été publié à Québec. Donc, est-ce que ça avait été promis? C'est difficile d'attirer des jeunes avec juste le Boswell de décret, c'est très difficile. Oui. Alors, les Boswell de conditions, c'est sûr que ça peut être un frein. Mais il faut quand même imaginer, parce qu'il y en a déjà des solutions, et vous avez mentionné l'idée des employeurs, au fond, qu'ils veulent, peut-être que d'identifier des champions, des modèles, justement, comme employeurs, mais comme formateurs, vraiment à l'avant-garde, comme travailleurs dans certains cas, de miser dans une espèce d'exercice de sensibilisation de l'industrie, d'identifier des modèles qui réussissent. Il faut les utiliser comme des promoteurs. Oui. Puis il faut justement les mettre sur une... Les faire connaître, en tout cas. Absolument, sur un stage comme aujourd'hui, puis les inviter à venir parler de leur expérience, puis des bons coups que ça a donné. Les bons coups attirent les bons coups. Exact. Oui, c'est ça. Les jeunes, ils veulent avoir de la reconnaissance. Alors, quand ils entendent parler qu'un employeur il est prêt à le valoriser puis il est prêt à mettre du temps sur lui, il va aller là. Absolument. Oui, ou même un jeune ou un travailleur qui serait retourné se perfectionner, qui aurait obtenu aux Olympiades, par exemple. Enfin, tout ça, là, ça fait partie des modèles positifs qui La pourraient... commission scolaire, tu sais, en Compétences Québec... Compétences Québec fait des Olympiades à chaque année. L'année dernière, on avait une jeune fille, il y a 2 ans, qui est allée en Arabie Saoudite. Violaine. J'espère qu'elle n'est pas restée. Non, elle est revenue. Mais tu sais, à un moment donné, elle était mal pris. Les gens m'ont appelé de la commission scolaire de Montréal. Ils m'ont dit, j'ai besoin d'un civique, telle année, telle affaire, j'ai besoin d'une pièce structurelle, j'ai besoin de ci, ça. OK, pas de problème. On va les trouver, on va vous les envoyer. Chaque organisation, chaque propriétaire de concession
ou de constructeur automobile est prêt à aider l'industrie. Il faut qu'on se parle plus souvent, il faut qu'on soit capable d'avoir un un dialogue. d'entraînement là, qui peut être accéléré par la mise en valeur de ce qui va bien, là, de ce qui se fait déjà. Exact. Monsieur, on vous écoute, monsieur. Bonjour, Claude Bernier, Fédération industrielle manufacturière. Je travaille dans le même garage qu'André, moins syndicaliste que lui. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est moi le président, c'est lui le vice-président. Mais moi, je vais vous parler de... je suis aussi sur tous les comités qu'André vous a nommés. En plus, je suis pas mal le doyen dans tous ces comités-là. Je vais vous parler de qualification professionnelle que j'ai entendu 2-3 fois sur le panel, que j'ai bien aimé. Mais j'ai aussi entendu ce matin que le nouveau gouvernement était très ouvert. Le nouveau gouvernement du ministère du Travail était ouvert sur bien des documents, tout ça. Alors, je veux juste vous rappeler, si vous avez des amis à la CAQ, de leur rappeler que depuis 2009, il y a un dossier qui traîne à quelque part, je ne sais plus dans quel département qui est rendu, sur la qualification professionnelle au Québec, qui serait avec des solutions pour les régions assujetties et aussi les régions non assujetties. Ils ont ça depuis 2009 sur leur bureau. Et c'est l'industrie de l'automobile qui les a déposé ça, autant patronale que syndicale, et ça ne bouge pas. On est rendu en 2019. Ça fait 10 ans qu'on en parle. Parfait. Alors, j'espère que oui, ça va monter vers le haut, ce rappel-là. Alors, écoutez, peut-être qu'on pourrait, pour finir, justement, clarifier les rôles et les responsabilités. Je pense qu'on vient de dire que le gouvernement a un rôle à jouer, pas uniquement pour financer par ses agents et ses ministères, les programmes de formation et tout ça. Il y a un rôle de leadership aussi, peut-être, pour aller vers une meilleure valorisation des métiers, qualification professionnelle, sensibilisation à la formation continue. Je pense que le ministre Boulet lui-même l'a dit, ça fait partie de ses priorités, tout ça, là. Alors que les bottines suivent les babines. Revenons au rôle du comité sectoriel. Est-ce que vous êtes un peu d'accord pour donner cette espèce de rôle de leader de tout ça, c'est-à-dire leader du partage d'informations, de la mise en réseau autour de la formation au CSMO? Je crois que déjà, toutes les personnes qui sont ici sur la table ont un représentant déjà au CSMO Auto. On est impliqué dans plusieurs comités, on met du temps, que ce soit l'AIA, que ce soit la Corporation des concessionnaires, que ce soit les syndicats, que ce soit les fournisseurs, les partenaires, on est tous là. Je me souviens des discussions qu'on a avec la CPMT qui nous demande de centraliser les opérations pour qu'on arrête d'envoyer 4 demandes de formation sur le même sujet dans 4 régions différentes. Mais c'est drôle, on a voté les 4 et on a donné 4 lettres d'appui du CSMO sur ces projets-là. Il y a une logique là-dedans. Là. Et oui, il faut qu'on travaille collectivement. Puis je pense que le point de chute devrait être le comité sectoriel de la main-d'œuvre dans l'automobile. Et le promoteur de ces enjeux-là, qui le travaille, on travaille conjointement, tout le monde dans l'industrie, on enlève nos chapeaux et d'entrepreneurs, puis on y va sur une plus grande vision qui est l'industrie au complet. Moi, je pense que c'est le rôle du CSMO, ça devrait être le rôle du CSMO. Parce que c'est multipartite, parce que c'est neutre, parce que c'est profondément sectoriel, c'est vraiment l'industrie de l'auto. Alors, tout le monde est d'accord. Est-ce que ça veut dire que vous allez encourager tous les gens autour de vous à collaborer à l'exercice qui a été amorcé par le CSMO, de continuer de nourrir cet écosystème? Là, on a vu le début là, de l'organigramme, mais ça veut dire qu'il faut nourrir tout ça maintenant, clarifier qui fait quoi à quel moment, par où passer, pour essayer d'en arriver peut-être à quelques avenues d'entrée dans le système. Là, je dis cliché unique, mais c'est un peu un cliché, là, pour faciliter la tâche aux individus, aux employeurs qui veulent chercher de la formation. Je pense qu'on a un devoir de sensibilisation à faire auprès du gouvernement. On s'est rencontrés dernièrement, justement, puis on se posait la question comment on pourrait créer une masse où on aurait une meilleure écoute vis-à-vis. Mais la masse critique, vous avez parlé de milliards de dollars dans l'économie québécoise. C'est pas de masse critique? Je pense que si on regarde qu'est-ce qu'on a actuellement, l'industrie, le secteur automobile, ça représente, écoutez, c'est la 2e en importance après l'industrie de la construction. Plus de 100 000 emplois. Ça représente des concessionnaires
Écoutez, c'est phénoménal la quantité d'argent qu'on collecte en taxes. Écoutez, au Québec, on achète 450 000 véhicules à une valeur de 35 000 chaque, et 10 de ce montant-là s'en va directement au gouvernement. On a les permis de conduire, on a les immatriculations, donc, les taxes. Donc, c'est une vache à lait, là. Écoutez, c'est une vache à lait extraordinaire. Et à quelque part, lorsqu'on parle, puis ça me surprend, il y a un projet de loi qui a été déposé ou une solution a été déposée au gouvernement, ça fait 10 ans, puis le gouvernement ne réagisse pas. Mais si on arrive et que nos chefs d'entreprise qui jouent au golf avec nos gens du gouvernement et qui mettent un peu leur pied à terre et disent, écoutez, on représente X nombre de milliards de dollars de contributions au gouvernement, on aimerait avoir une certaine écoute, puis on aimerait avoir une certaine réglementation pour nous aider à répondre aux besoins qu'on a actuellement. On a des besoins criants, les centres de formation professionnelle ont des besoins, les commissions scolaires ont des besoins, il y a des besoins de réglementation, etc., on l'a entendu tantôt. Donc, je pense qu'on devrait ramasser ça aussi, parce qu'ils comprennent ça. Les emplois et les dollars, ils comprennent ça, nos politiciens. Et si on met ça sur la table de dire, mais voici qu'est-ce qu'on paye, puis en retour, on aimerait ça avoir un petit peu plus. Donc, une action concertée de lobbying, de oui, pression pour avoir une meilleure oreille, peut-être. justement, de ces gens-là. Ils nous laissent de côté, puis c'est toujours celui qui crie le plus fort. Mais si on arrive avec une représentation qui a tant de milliards de dollars de contributions et tant d'entreprises et d'employés, est-ce que vous ne pourriez pas aller plus loin? Je dis plus loin. Donnez-nous des idées, on est là pour ça. Non, mais dans la mesure où les changements technologiques vont tellement affecter votre industrie, est-ce que l'industrie de l'automobile ne pourrait pas, en plus, devenir un modèle d'une industrie qui s'adapte bien aux changements technologiques? C'est l'industrie qui est la plus affectée. Parce que vous êtes affecté plus que l'alimentation ou que... Regardez l'aide qu'il y a eu pour Bombardier. Okay, ils ont juste levé le petit doigt, puis les millions et les milliards sont apparus sur la table. Mais nous, on est confrontés à des changements technologiques sans précédent. Puis ça représente des milliers et des milliers et des milliers d'emplois, puis des milliers d'entreprises également. Et il n'y a rien qui se passe. C'est silence radio, on n'est pas reconnu. C'est pour ça que si on existait vraiment, si nos métiers existaient vis-à-vis du gouvernement, peut-être que ce serait plus facile. Mais nos entreprises ont un poids, puis j'aimerais ça que ce poids-là soit mis à contribution pour faire avancer les dossiers. Mais que ce poids implique tout le monde. Ça implique tout le monde. Ici, dans la salle, il y en a de l'argent, là. Il y en a de l'argent qui circule. Oui. Voilà. Écoutez, c'est une stratégie. On vous renvoie tout ça. Et puis, je pense qu'on a fait le tour pour nous. Je vous remercie infiniment d'avoir été là, bien sûr, et d'avoir si généreusement partagé vos idées, vos propositions, vos stratégies. Alors, on va lentement, je pense qu'on peut même rester là, mais est-ce que ça vous dérange de parler devant tout le monde? Parce que c'est vous, Madame le chasseur, qui allez faire le mot de clôture. On aurait aimé recevoir Madame Meuret, la nouvelle présidente, vous le savez, du CPMT. Et montez sur l'estrade, montez quand même. Venez nous rejoindre quand même. Oui, j'arrive. Oui. Alors, voulez-vous descendre ou vous pouvez rester là? En attendant, vous aimez mieux aller de l'entente de la salle? On va redescendre dans la salle. Parfait. Je vous en prie. Non, vous restez là. C'est vous qui parlez. On va redescendre dans la salle. Moi, je vais vous attendre. Merci, Merci beaucoup. Bien, merci aux panélistes, autant ce matin que cet après-midi. Je trouve vraiment que vous avez fait un boulot extraordinaire. Parce que nous, on a l'avantage de vous écouter, mais c'est pas évident d'être en avant puis se faire solliciter comme ça, répondre à des questions, donner votre point de vue. Alors, vous l'avez fait avec brio, le bravo, chapeau. On va vous rappeler, pas en février prochain, mais une autre fois. Il y a beaucoup de choses qui s'est dit aujourd'hui, vraiment. Et nous, on est très satisfaits. En tout cas, je pense que pour la majorité des participants, j'espère que vous avez apprécié votre journée puis que vous avez apprécié les échanges que vous avez entendus. Nous, c'est sûr que c'est une première. On ne veut pas que ce soit une dernière, nonobstant le mois de l'année. Mais pour vrai, on voulait d'abord mettre la table une première fois. On s'est dit que c'était essentiel que les acteurs de la formation se réunissent au moins une fois pour qu'on puisse mettre la table et discuter ensemble de nos enjeux. Je pense que ça a été bien fait. On comprend toute l'importance avec la présentation à Michel, je pense que vous avez apprécié, de le faire rapidement pour les différentes raisons qu'on a évoquées, soit le manque de main-d'œuvre, de former nos gens qui sont déjà dans les entreprises, mais aussi, surtout, de faire face aux nouvelles technologies.
Tantôt, bon, il y a eu beaucoup de questionnements par rapport à soit la qualification, le projet de loi qui a été mis sur la table, soit d'augmenter les salaires, peu importe. Mais au bout de tout ça et avant tout ça, au comité sectoriel, on a un rôle depuis plusieurs années de faire beaucoup d'informations sur le marché du travail. Et nous, on a une priorisation à faire parce que l'information sur le marché du travail, ce qu'on s'est partagé aujourd'hui comme préoccupation, ça en fait partie. Et ça vient aussi positionner l'industrie, la faire connaître pour savoir les besoins. On a vu récemment, chaque année, dans le fond, depuis peut-être 3-4 ans, le gouvernement priorise certains métiers. Donc, il y a une liste de priorisation des métiers qui a circulé, dont 500 métiers. Et là-dedans, on en a un là, vraiment qui est priorisé, c'est mécanique auto et de véhicules lourds. Les autres métiers, ils ne figurent pas. Donc, on a quand même des enjeux d'industrie pour faire connaître nos besoins puis faire savoir qu'est-ce qu'on a, autant comme besoin de main-d'œuvre que formation. Si on ne le fait pas, bien, on n'arrive pas à se démarquer par rapport à d'autres secteurs qui sont très proactifs. Moi, ça fait plusieurs fois, là, on travaille, comme on vous l'a dit à plusieurs répétitions là, aujourd'hui, avec la commission des partenaires, où on leur dit souvent, écoutez, vous investissez beaucoup, des fois, on entend que vous investissez beaucoup dans le monde des technologies, les TI, le jeu vidéo, mais le secteur automobile, nos voitures maintenant, s'il vous plaît, aidez-nous aussi. Alors, si on veut que ce message-là soit porté, bien, il faut vraiment qu'on ait votre aide et votre collaboration. Il a été proposé aussi que le comité sectoriel on fasse un peu le lien entre tout ça. C'est ce qu'on a voulu faire en amorçant aujourd'hui une première rencontre et en faisant un écosystème. C'est sûr que là, on ne peut pas se rencontrer comme ça à tous les 3 mois. Il faut, entre les rencontres qu'on fait, continuer d'alimenter, dans le fond, les problématiques et de trouver des pistes de solutions. C'est sûr qu'on va le faire avec vous, mais il y a d'autres acteurs qui vont faire probablement aussi de leur côté. Dans le fond, ce que je retiens, c'est de s'informer sur ce qu'on fait. Si vous faites des actions, si vous posez des projets dans vos secteurs respectifs, que vous trouvez qu'il y a un lien avec ce qu'on s'est dit aujourd'hui, peut-être nous en informer pour que nous, on puisse faire circuler aussi l'information du mieux qu'on le veut. Mais l'information, il ne faut pas que ça parte seulement d'un acteur, mais je pense de tous les intervenants qui sont ici aujourd'hui. Je pense aussi que, dans le fond, on a nous, au comité sectoriel, on a une étude qu'on fait, puis je veux juste prendre quelques minutes pour en parler parce qu'on a beaucoup parlé de la compétence numérique. On a un projet qu'on fait avec l'Université de Montréal, le Centre de recherche, le CRIMT. Je manque tout le temps la lettre, je regarde Mathieu Dupuis, là, c'est la mondialisation et le travail. C'est ça. En fait, on les a approchés parce que on fait des diagnostics aux 3 ans de comité sectoriel, mais c'est toujours des diagnostics qui sont très macro puis qui viennent dire un peu, bon, voici combien on a d'entreprises dans l'industrie, combien de travailleurs. Mais depuis que je suis au comité sectoriel, il ressort toujours l'enjeu, on manque de monde. Fait qu'à un moment donné, on a dit qu'il faudrait être capable d'aller plus loin, aller ailleurs. Et on a fait appel au CRIMT pour faire une recherche vraiment sur c'est quoi l'impact des compétences numériques sur notre industrie. On a vu la présentation de Michel, là, il y a un lien direct. C'est quoi l'impact, puis qu'est-ce qui va nous arriver, puis sur quoi on va devoir focusser dans les prochaines années. Alors déjà, l'équipe à Mathieu et à Gregor Murray, qui pilote le projet, s'active à faire des rencontres là, sur le terrain, des entrevues avec des différents collaborateurs pour qu'on en arrive à peu près dans 1 an et demi, 2 ans, là, avec une étude de compléter qui va venir tout le monde nous alimenter aussi sur des pistes de solutions. Alors, si on fait une édition numéro 2, évidemment, du grand rendez-vous de la formation, on va l'axer aussi beaucoup sur la compétence numérique. Ce qu'on aimerait être capable de faire dans une édition 2, c'est travailler sur le comment. Aujourd'hui, on a parlé beaucoup là, du pourquoi des problèmes et des situations qu'on rencontre avec des pistes de solutions, mais éventuellement, ça serait fun de dire bien, comment on fait ça vraiment. Alors, on proposera une autre approche, mais si vous êtes partant, en tout cas, nous, on aimerait bien vous voir dans une 2e édition qu'on va tenter de faire en octobre ou au mois de mai, ou je ne sais pas quand, mais en tout cas, pas durant l'hiver.
Alors voilà, en gros, je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie beaucoup de votre participation parce qu'évidemment, avec la tempête de neige, on s'attendait d'avoir peut-être l'équipe du CSMO avec les coprésidents. Mais finalement, on est content de voir que vous vous êtes déplacés. Je veux aussi remercier, ce matin, je le disais, là, cet événement-là ne s'est pas organisé seul. On a eu évidemment la collaboration financière de la Commission des partenaires, entre autres, pour nous aider. Et aussi, on a eu la participation de Formation Québec en réseau, Éric Thibault, que vous avez tous vu, maintenant célèbre, qui était sur notre comité de travail. On avait également Mme Suzanne Proulx, malheureusement, qui n'a pas pu être ici, mais qui était sur le comité de travail aussi. Et on avait nos 2 coprésidents, là, donc M. Garga et M. Caron, qui nous ont accompagnés dans le projet. Je veux aussi remercier le conseil d'administration du CSMO qui ont été, dès le début, partants pour le projet. Et comme on parle d'équipe, je ne peux pas faire autrement que de remercier l'équipe du CSMO, puis je vais prendre le temps d'en nommer quelques-uns. Donc, Lucie Dumoulin, qui est notre coordonnatrice à la formation, là, qui a mis beaucoup d'heures à cette rencontre-là. Elisabeth Lipinska, notre adjointe administrative qui s'est occupée de la logistique, de s'assurer que vous aviez de l'eau et toute autre chose. Geneviève Etier qui s'est occupée de médias sociaux et une grosse partie aussi de la production des outils. Joanne Dubé qui a travaillé en étroite collaboration aussi au niveau, Joanne est aux communications aussi, pour organiser l'événement avec nous, faire des liens avec certains partenaires. Et Nathalie José, là, ce matin, qui ont fait le comité d'accueil. Et voilà, alors je voudrais les remercier là, parce qu'ils ont travaillé beaucoup sur le projet. Oui, mais bonne équipe. Merci. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais j'aimerais vraiment féliciter le travail extraordinaire de Mme Guénette aujourd'hui. Merci. Ça a été remarquable. Bien animé avec une main de maître. Donc, merci beaucoup. Pour moi, en tout cas, je vous souhaite un retour, évidemment, en toute prudence. Faites très attention sur la route. Et encore une fois, merci d'avoir été présent. Merci beaucoup, Mme Le Chasseur. Merci à vous. Et je reprends la parole 1 minute pour vous dire que vous aviez vu au programme que c'est Mme Murray, la nouvelle présidente de la Commission des partenaires, qui devait faire le mot de la fin. Vous l'avez très bien fait. Malheureusement, elle n'a pas pu être là. Heureusement pour elle, on va lui donner l'information. Tout a été capté sur la chaîne YouTube du CSMO, donc elle pourra revoir au moins les 2 panels, la plus grande partie, en fait, de la journée. Alors, ça devrait l'inspirer pour faire progresser dans le bon sens les dossiers dont on a parlé, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà. Et la dernière consigne, c'est l'évaluation. On va vous demander, évidemment, d'évaluer le succès ou l'échec ou le demi-succès, le contenu et la forme de la journée, de préciser, de faire des suggestions peut-être pour la suite, des contacts entre vous et du prochain rendez-vous. Alors, n'hésitez pas à le faire. Ce sera au site du CSMO également. C'est bien ça? Oui. Parfait. Ça m'a fait bien plaisir de travailler avec vous. C'est vrai que vous avez une belle gang de monde, hein? Ils me disent ça depuis 2 mois. Là, c'est une belle gang de monde, c'est vrai. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.